Mesdames, Messieurs, Guy Lepage. Bienvenue à Tout le monde en parle. Mes invités ce soir, Yvon Deschamps, Judy Richards, Mario Dumont, Marie-Claude Barrette, Nathalie Buisson, Janine Suto, André Forcier, Caroline Allard et François Massicotte. Et voici notre fou du roi, Danny Turcotte. Danny, oh Danny, je t'aime bien. Danny, oh Danny, attends-moi. Est-ce que j'ai bien vu? Qu'est-ce que tu as vu? T'as embrassé Diane? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Ah ben oui. Ben oui. Le 8 mars, ça fait maintenant 99 ans que ça existe et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne journée à toutes les femmes du Québec et je les embrasse toutes. Après 40 ans de vie commune, mes prochains invités partagent tout. Même la scène, voici Judy Richards et Yvon Deschamps. On dirait qu'on soit Brad Pitt et Angelina Jolie. Exactement. Bienvenue tous deux à Tout le monde en parle. Merci, merci. Quel honneur. On accepte. Et moi aussi, on comme accepte. toi, je dis bonjour à toutes les femmes et je les félicite d'avoir cette journée-là. Puis avec le temps, ils vont finir par en avoir d'autres. 2, 3, 4. Yvon Deschamps, tu es le nouveau porte-parole de la campagne de financement de la Fondation du CHUM, le Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal. La campagne de financement, c'est pour venir en aide au CHUM actuel ou au nouveau CHUM? Mais moi, j'ai accepté pour le CHUM actuel. Parce que je vais te dire, on parle toujours de l'hôpital qui va arriver, puis etc. Puis je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a bien du monde qui pense que le CHUM, c'est ce qui va venir un jour, là. Alors qu'il existe Mais déjà. non, que là, il est là, le CHUM, là, puis c'est gros, le CHUM, là. Ouais. C'est 1 200 000 visites par année à l'hôpital. C'est du monde, ça, hein? Ben oui. Alors, c'est 15 000 personnes qui travaillent comme des fous, là. Alors, moi, je me suis dit, dans cette campagne-là, il faut essayer de ramener l'identité du CHUM, dire c'est un hôpital exceptionnel. Et comme tous les hôpitaux, il y a besoin d'une fondation pour l'aider à ramasser de l'argent pour... Et qu'est-ce qu'a fait la fondation dans les fondations d'hôpitaux? Ça fournit de l'argent pour la recherche et l'équipement, parce que ça coûte une fortune. La chroniqueuse de la presse, Lisiane Gagnon, trouve que de t'avoir choisi comme porte-parole de cette campagne est la suite logique de la tragicomédie qui est devenue la saga du CHUM. Qu'en penses-tu? Je dirais que c'est ni la première, ni la dernière niaiserie qu'elle va dire et qu'elle va écrire. Et je pense pas qu'on puisse me comparer à un clown fou puis tout ça. Là, je pense que, en dehors de faire des monologues... Tu dis ça, hein? Non, Ouais, non, mais genre. tu sais, c'est un peu l'idée, là. Mais, disons-le simplement aussi, cette femme-là m'a jamais aimé. Et... Il y en a. C'est vrai, il y a bien des... Tiens, il y a bien des gens qui disent « Ça se peut pas, toi, Yvon, il y a du monde qui t'aime pas. » Elle même pas, c'est vrai. Alors, tu sais... Y a-t-il une raison particulière? Non, je sais pas. J'avais fait une affaire à un moment donné, puis elle était là, puis elle fait pas de critique normalement, mais elle avait dit que j'étais pitoyable, en tout cas. Personne n'aurait pu être pire que moi. Est-ce que tu as ri de la caricature de Chapelot qui disait « On va monter le spectacle Hostie Le petit chum, mais ça, c'était bon, ça. Il est hot, hein? là. Ça, c'était bon, là. D'ailleurs, je peux le dire parce que les gens de la Fondation sont là, Chapelot a accepté de nous donner des copies de la caricature. OK. Signées, en plus, de sa c'est main, hot, ça. pour pouvoir le donner aux bénévoles de la Fondation. Alors, merci, Serge. C'était Yvon, super. la question qui tue. Ah oui, donc!
Penses-tu voir le nouveau CHUM de ton vivant? Et maudit! J'aimerais ça, je vais dire, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. J'aimerais bien ça, mais j'en suis pas sûr et je suis à un âge où on pense pas 10 ans en avant. Hein? Je suis à l'âge où, comme je dis tantôt, moi, là, c'est cette année, l'an prochain, qu'est-ce qu'on peut faire pour le CHUM actuel? Mais je me souhaite de le voir, absolument. Je me souhaite parce que ça va être un hôpital fabuleux, semble-t-il, extraordinaire, comme il n'y en a pas dans le monde. Alors, on mérite ça. Mais il va falloir se le payer, par exemple. Oui. Judy, tu poursuis jusqu'en mai ta tournée du 7e ciel avec tes complices de Toulouse, Liette Lemez et Logie Nijelski. Et il y a même Yvon qui a écrit 2 nouveaux monologues et qui s'est joint à votre show. Est-ce que c'est votre premier trip à 4? Oui, d'ailleurs, sauf que lui, il voulait pas chanter. Puis Toulouse, comme on est des chanteurs, des chanteuses, on était obligés de l'attacher pour qu'il chante. Mais Yvon, pourquoi tu fais ça? Avais-tu peur de laisser partir Judy en tournée? C'est ça. Je voulais pas rester chez nous à m'ennuyer. C'est ça l'idée aussi. Mais le fait aussi, c'est que, comme j'ai dit que je voulais plus faire de spectacle solo et tout ça, il reste que je veux travailler pareil. Alors, un petit 20 minutes, une petite demi-heure, là, c'est le fun en Moses. À mon âge, là, une demi-heure, c'est en masse. Puis Judy, sur scène, tu interprètes tes propres chansons, des succès du répertoire québécois et des succès disco de Toulouse. On va en écouter quelques chansons de Toulouse. Judy, tu as retrouvé tes complices de Toulouse en 2007, 20 ans après votre séparation, dans une émission consacrée à George Thurston, Boule Noire. George, qui avait composé votre premier succès, vous a offert sa dernière composition, qui s'appelle Ensemble, que Toulouse a disqué au profit de l'Association canadienne du cancer colorectal, la maladie dont Boule Noire est décédé. C'est triste, mais en même temps, c'était un homme tellement, même très, très malade à la fin, la dernière année, même très malade. Il était rempli de vie, d'espoir. Il n'arrêtait pas de raconter des jokes, des blagues et tout ça, et de penser qu'on pouvait lui donner un coup de main et que lui nous a tout appris sur cette maladie qu'il a emportée, qui est tellement important et qu'on n'en parle pas. Non. On parle pas d'un cancer colorectal facilement sans faire... Oui... Mais là, le 18 mars prochain, tu vas interpréter cette chanson-là avec Toulouse au Complexe Desjardins lors d'une activité de sensibilisation au cancer colorectal. Et sur place, les gens vont pouvoir se promener dans un colon géant. Exactement. On a une photo. Immense, c'est immense. Et d'ailleurs, je pense qu'on va chanter à l'intérieur. Les gens vont marcher là chanter dans le colon? Regarde, on rentre là-dedans, on voit les polypes, on voit qu'est-ce qui est cancéreux et tout. Vous allez chanter là-dedans? Oui, je crois. C'est un nouveau manège à la ronde, c'est ça? Mais les gens vont avoir beaucoup d'informations là-dessus parce que c'est l'information qui est importante, pas tellement la sensibilisation. Je vais être là, moi aussi. Oui, il va être là parce que... Pour la à cause du fondation. film, parce là, que c'est là. le Oui. Mais moi, quand elle m'a dit qu'il va y avoir un gros colon, j'ai dit, c'est qui? Puis là, t'as vu que c'était toi. Mais puis oui, t'as c'était dit, bon. Ah, c'est très le fun. Ça va être très, très le fun. C'est très important pour nous d'être derrière derrière chaque fois que je dis cette association parce que... Mais c'est d'ailleurs grâce à tous les musiciens et tous ceux qui sont mis ensemble pour faire cette chanson-là qui fait que 100% des profits peuvent aller à l'association qui fait un travail impeccable. Judy, tu as commencé ta carrière de chanteuse, danseuse et chorégraphe dans des émissions de télé à Toronto, comme celle qu'on a retrouvée dans les archives de la CBC en 1975. Au moment. Ah oui, Non, non, non. c'est bon, ça doit être bien bon.
Mais pas du tout de cette T'es belle émission. comme un cœur, soit dit en Ben, passant. merci. Puis quelle bonne idée de faire un micro avec une rose. Qu'est-ce que c'était ça? Oh, quand je regarde la fille-là, je vois ma fille, une de mes filles, une de nos filles. Qui Une me de vos ressemble. filles. Oui, de nos filles, oui. C'est la journée de la femme, et Oui. tout est singulier, là. Judy, tu as connu Yvon à ses débuts dans le métier alors que tu avais 17 ans. Tu dis que Toulouse a sauvé ta relation de couple. Comment? C'est vrai, hein? Parce qu'on s'est séparés avant d'avoir les enfants, c'est sûr, pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. C'est un long break, ça? Et c'était un long break et c'était douloureux, c'était terrible. C'était le pire temps dans ma vie, d'ailleurs, parce que j'étais bien, mais en même temps, quand on se rencontrait, on réalisait que Quand c'était t'étais avec moi, encore déjà. Puis là, tu m'as pu. Ça va mal. Hein? En tout cas, je me sentais mal parce que j'étais la blonde d'eux et tout ça, puis les gens, et j'avais de la difficulté à m'exprimer en français. Et finalement, je me suis dit, mais il faut que je travaille comme je faisais déjà à Toronto. Mais quand Toulouse s'est mis à avoir du succès, j'ai frappé à sa porte et j'ai dit, veux-tu avoir des enfants? C'est vrai. Tabarouette. Ouais, c'est vraiment... J'ai dit oui. C'est clair. J'ai dit Oui, oui. c'était clair, hein? Quel beau couple. On rêve d'être Judy et Yvon. Quand on dit des affaires de même, là, je veux dire, il y a des gens qui ont l'impression que tout va bien tout le temps, mais c'est pas vrai, ça. vrai. C'est ça Surtout qu'on quand veut on vient savoir. d'entendre Hey, ces affaires-là. Une là. fois, on s'est chicané, te rappelles-tu? Non. Non. Mais une fois. Mais je sais que je l'ai frappé une fois. Pour Elle vrai? m'a frappé, mesdames et messieurs. Une femme. la Pourquoi? journée en cette journée, oui, oui. J'étais on Mettons n'en que parlera pas non, trop. non, je vais te dire, c'est bien simple. On avait arrêté de fumer, toi et deux. OK? Alors là, on était de même, hein? Et là, j'ai dit quelque chose qui, normalement, aurait passé. Là, ça n'a pas passé. Bang! Là, j'ai tombé de la voiture. On a fait venir l'ambulance. Ah, j'étais... Non, il n'était pas si magané. ça a été terrible. Mais c'était dans l'auto, là. J'ai frappé. Pow! Comme ça. Pendant qu'il conduisait? Ouais, oui. On a de la misère à Parce que oui. imaginer ça. Hein? On Oui, est- non, mais c'est des fois... Là. Mais c'est Arrêtez de une fumer, seconde Steph. en 40 ans. Oui, quoi. c'est ça. Yvon Deschamps, homme battu. Homme battu, c'est ça? Une nouvelle cause? Une nouvelle Hey, vous, est-ce que vous parlez en français ou en anglais en général? On se parle en français. En français ou mélangé, je pense. Des que fois c'est mélangé maintenant, mais super pendant mélangé. très longtemps, on parlait juste en français parce que quand Jody est arrivé, j'ai dit, écoute, tu t'en sortiras jamais si on parle pas français tout le temps. Alors, on parle français tout le temps, tout le temps. Maintenant, on est mélangé, Oui, puis surtout parce que- qu'on a 2 gendres qui parlent espagnol, et nos petits-enfants parlent espagnol et français et C'est anglais. le reflet du Québec moderne, finalement. Et Exactement. exactement. Là, ça Ma plus vieille est baragouine, mariée tout ça. avec un Mexicain et, Et l'autre, l'autre le avec un deuxième Cubain. avec un Cubain. Ça fait qu'on est mélangés pas à peu près chez nous. C'est très bien comme ça. Il y a maintenant plus de 40 ans que vous êtes rencontrés. On se demande toujours ce que Judy a bien pu trouver à Yvon, mais on va fouiller dans votre passé. Entrevue N'oublie jamais. La première chose qui vous a attiré l'un vers l'autre? Moi, je peux pas le dire, mais à la télévision, mais Moi, je sais, c'était mes fesses puis mes bottes rouges. Ça, c'était ça. C'est ça que t'as remarqué en premier? Qu'est-ce qui- j'ai tombé en bas de ma chaise. Il y avait 2 affaires qui m'ont fait flipper sur Yvon. Un, c'était son côté protecteur, paternel. Et l'autre était que tout était spécial. Alors, il parlait de sa culture avec soin, pareil comme il avait une assiette avec soin. Alors, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Le premier défaut que vous avez découvert chez l'autre? Ben moi, c'est parce que Judy n'a pas de défaut. Elle a juste que certaines de ses qualités sont exagérées, Oui. mettons. C'est quoi, Très exagéré. c'est quoi la plus exagérée de ses qualités? Et très économe. C'est n'importe quoi, mais... Non. Ben, c'est une anglaise aussi, hein? C'est une anglaise, C'est ça, c'est ça. OK, merci, Danny. C'est ça. Mais elle a une qualité extraordinaire, qui est la qualité de toujours aller dans le détail et de jamais oublier un iota, puis une virgule, puis 2 points. Et puis, comme on dit, quand elle te répond, si tu envoies un mot, elle va te répondre pas un mot, elle va t'écrire un roman, elle va faire un dessin, elle se Yvon, soucier de Yvon, tout. ça s'appelle une fille, ça. Ah, c'est une fille. OK. Ah! Ça peut avoir ses bons côtés.
Moi, je sais pas s'ils vont... Il y a des défauts. C'est plutôt... il y a des niaiseries comme quand il est assis, là, puis il regarde la télévision, sa patte, il fly comme ça. Alors ça, c'est fatigant, mais c'est pas de... C'est des rythmes Non, intérieurs. c'est ça. Ça. Je pensais au début... J'étais batteur. Alors, Fait que donc, dans ma tête, il y a toujours des rythmes. Les pieds font... Ça, c'est de l'angoisse. L'angoisse, C'est exactement. l'angoisse. Et moi Voilà. aussi, je pensais qu'il était paresseux pendant des années avant de réaliser qu'il pensait. Le premier souper au resto, c'était où? Ouf, aucune idée. Le fado, probablement, moi, dans le Vieux-Montréal, à Moi l'époque. qui n'avais aucune espèce d'idée, c'est quoi une culture, une langue, c'est quoi le vin, c'est quoi bien manger. J'arrivais de Toronto, puis j'avais 17 ans. Il m'amène... C'est vrai. Il m'amène une place qui s'appelle le fado. Écoute, là, il n'y avait rien qui coûtait en bas de comme 50 $ pour avoir une... Moi, j'étais en bas de ma chaise. Il n'y avait pas de vin en bas de 100 $ ou quelque chose Ben comme ça. oui, il y en C'était- avait, mais je te dis pas. Mais Ça écoute, coûtait une fortune. je te sortais. Il avait fait préparer un faux menu avec des Ben faux oui, prix. avec des faux prix, là, fait tu sais, pour n'importe l'impressionner. C'était 2 menus fixes à 19,95. Oui, la vraie affaire, là. Comment mettre tant d'importance sur manger, c'était tout nouveau pour moi. Oui, ça, c'était nouveau dans ta culture. Le premier voyage que vous avez fait ensemble? Oh, en Floride, on était dans un auto où les portes se fermaient pas. Il fallait Fallait les attacher avec attacher des comme bungee broche. cords pour que ça pogne ensemble. Elle s'est avec pas un autre rendue, couple. une vieille Volvo. Puis on faisait du camping dans un stationnement. Et on s'est pas inscrit avant. Donc, on s'est retrouvés dans un parking sur l'asphalte. Il faisait froid. on gelait. Et on n'avait pas d'argent. voyage. Un beau Un beau voyage. Et on s'en rappelle avec beaucoup d'humour et d'amour. Et c'était juste après ma faillite. Fait qu'on, mettons on était On pas... avait- Donc, là, après avoir sorti Judy dans des gros restaurants, t'as fait faillite, finalement. Non, avant. Avant ça. D'ailleurs, c'est grâce à la faillite que j'ai fait un monologue. Il fallait que je mange à un moment donné. Donc, Buissonneau au Katsu m'a dit, bien, viens travailler au Katsu, on va donner 50 $ par semaine. Alors, j'allais au Katsu, là, je balayais, je faisais n'importe quoi, tout ce qu'il fallait faire. Et là, Paul me dit, bien, tu pourrais pas monter une pièce en fin d'année parce que j'en ai monté 4, tout ça. Puis là, j'ai dit, moi, je fais plus de théâtre, là, je travaille avec Clément, je fais des revues, mais tout ça. Ben, il dit, monte une revue, quelque chose. Alors, comme j'avais travaillé avec Charlebois plusieurs fois, j'ai dit, pourquoi on fait pas un show ensemble? Et lui, ça donnait bien. Il venait d'écrire Lindbergh, CPR Blues, etc. Alors, Vérité, mettons ça qu'on a sortit. tombé dans le mille. Écoute, là, ça a été fabuleux. La réaction de Robert, ça a été un phénomène incroyable. Hein. Alors, comme... Puis Yvon, c'était pas pire quand même. Non, ben moi, les gens me découvraient tranquillement, parce que là, je faisais les unions. Après ça, comme ça durait à cause de Robert, là, j'ai dit, Robert arrive avec une nouvelle chanson un matin. Je vais refaire un nouveau monologue. Ben, je m'en fais un nouveau monologue, moi, tiens. Alors, finalement, les gens, grâce à Robert, il y a bien, bien du monde qui m'ont vu. Puis là, quand ça a été fini, il y en avait assez qui avaient envie de me voir tout seul. Alors, c'est fabuleux. Merci, Robert. Dont une jeune fille de Toronto. Oui. Est-ce que vous restez avec nous? Ben oui. Oui. J'ai une petite Oui. carte pour le beau couple. Ah, OK. Je vous annonce que dans le palmarès des couples mythiques du showbiz québécois, vous êtes en voie de dépasser Tigus et Timos. Yeah! Au deuxième rang, mais il sera très difficile de battre Céline et René. Ça, on y arrivera. Ah ouais, ça, là, on n'essaye pas, on n'essaye pas. Donc, go, girl. On peut pas. Merci beaucoup. Merci, vous deux. Tout de suite après la pause, Mario Dumont et Marie-Claude Barrette. Puis dans votre couple, c'est qui le premier ministre? J'ai jamais monté plus haut que chef de l'opposition. Incluant dans mon couple. Dans la vie comme dans la politique, mes prochains invités font corps à corps. Voici Mario Dumont et sa femme Marie-Claude Barrette. C'est la soirée des couples. Bienvenue à Tout le monde en parle, vous deux.
Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir et une surprise de vous recevoir. Mais nous avons eu, vous et moi, Mario, un échange à l'automne qui a été très médiatisé. Alors, comme dirait Jean Perron... Crevons l'abcès pendant qu'il est encore chaud. Et c'est le vrai, hein? C'est un autre 50$ pour Jean Perron, ça. Pendant la dernière campagne électorale, vous aviez refusé de venir sur notre plateau. Je vous cite. « J'ai été très déçu quand on a su, après la dernière élection, que le traitement avait été incroyablement inégal et que des publicitaires de Jean Charest avaient arrangé l'entrevue avant et que ça avait été préparé. Ça nous avait beaucoup déçus. » Nous, on sait que c'est pas vrai, mais où avez-vous été pêcher cette information? Bien, on n'a pas la même interprétation de ce qui était écrit dans ma propre biographie sur la préparation. Mais j'ai été surpris, par contre, de ta défense là-dessus. Parce que moi, je pensais que tu allais aller au front. Tu allais défendre ton droit de faire des entrevues comme tu les entends. Puis plus facile pour les uns, plus tough pour les autres. À la place de ça, tu as défendu l'équité, l'égalité avec tout le monde. Bien, c'est sûr que quand on soit un ministre, un député de l'opposition, on peut faire ce qu'on veut. Quand c'est des élections, on fait très, très, très attention pour leur poser des questions de degrés égaux de difficulté, et c'est à eux de bien ou mal s'en tirer. Mais Mario, lui, il devait chiffrer ses promesses. Je me souviens bien, il y avait un tableau qui était... qui était capable de chiffrer ta prochaine cote d'écoute? Non, pas encore. Mais... On est des collègues de travail maintenant, on fait le même métier. Comment ça, Mario? Ta télévision? Non, mais Mario? C'est le mouton noir, c'est lui! Ah, c'est lui, ça! Vous avez écouté CBC ces derniers temps, là? Ben oui, moi, j'ai... Mario va animer le matin, le midi, le soir et la nuit à TQS. C'est moi qui vais mettre du bois dans le feu, là. OK, ben... Il est juge à Love Story. Là, Mario, vous venez de quitter vos fonctions de président de l'Action démocratique du Québec et de député de la circonscription de Rivière-du-Loup. Vous avez annoncé il y a 2 semaines que l'automne prochain, vous allez animer une émission quotidienne d'affaires publiques à TQS. Quelle est la première question que vous poseriez à Mario Dumont si vous l'aviez à votre émission? Hey. Ben, je lui demanderais s'il est nerveux. Es-tu nerveux ce soir? Mario, es-tu nerveux ce soir? Ce soir, non. À la première émission, je vais l'être. Je suis pas souvent en passant, mais à la première émission, je vais l'être. Je pars de l'idée que la télé, je connais pas ça, même si j'ai fait depuis l'âge de 21 ans, plus que ma part dans des studios, puis que j'ai pas mal touché toutes les facettes. Mais l'autre côté du comptoir, là, je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais fait. Puis je me dis, je pars de l'idée que je connais pas ça, puis je me dis que quand on sait qu'on ne sait pas, on détient la base de toute connaissance, donc on va s'y mettre. Mais c'est bon. Marie-Claude, depuis l'automne, vous avez collaboré à quelques émissions de télévision où vous avez très bien tiré votre épingle du jeu. Est-ce qu'on vous a fait des offres à la télé? Non. Non, j'ai pas eu d'offre et ce que j'ai fait, je suis... C'est moi son gérant, c'est à moi qui... Ah, c'était ça. Donc, il n'y a pas eu d'offre? Non, il n'y a pas eu d'offre. Je continue à... En même temps, je pourrais peut-être faire ma plug. Là, tantôt, je vous entendais. Moi, je suis directrice encore de l'École de musique de Rivière-du-Loup jusqu'au mois de juin. Et ça fait 5 ans qu'on travaille à la construction d'une école de musique. On est la première école de musique qui se prend en main comme OSBL. Et on est en campagne de financement depuis 1 semaine. Alors, moi, je vais terminer mon mandat en juin quand cette campagne de financement de 500 000 $ sera terminée. Cherchez-vous un porte-parole? Peut-être, parce que la musique, il est occupé, là. Mais la musique, c'est tellement important. très Et important. nous, ça fait 20 ans qu'elle existe, l'école, et ça fait 20 ans qu'on est sans toit. Alors, d'avoir un toit, le ministère de la Culture met 90 % des sous du 3 600 000. Donc, c'est Il un manque projet... 10 %. Oui, et c'est un projet pour la communauté. C'est un projet... je suis très, très fière de participer à ça. Donc, jusqu'en juin, je suis là à temps plein. Mais c'est bien, jouer de la flûte dehors à moins 30, c'est pas facile. Effectivement, c'est pour ça qu'on veut un toit. Claude, la majorité des Québécois vous ont découverte lors de la dernière campagne électorale pendant laquelle vous avez été plus présente que jamais. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de l'ombre après toutes ces années? C'est l'impression qu'on a eue que je suis sortie de l'ombre, mais j'ai quand même toujours été là au cours des dernières années. Mais j'avoue que celle-là, moi aussi, m'a un peu étonnée parce que, dans le fond, j'ai toujours dit ce que je pense. J'avais pas de rôle précis, mais je trouvais que c'était important, à un moment donné, de mettre les points saisis sur certains sujets. Puis dans votre couple, c'est qui le premier ministre? J'ai jamais monté plus haut que chef de l'opposition, incluant dans mon couple. Mais c'est le fun de vous voir ensemble. Mais vous avez l'air bien, en tout cas. Je suis très heureux. Marie-Claude, est-ce que ça paraît à la maison, ça?
Oui, mais honnêtement, il y a quand même eu une période un peu plus difficile, je dirais, dans le temps des fêtes. Bon, elle va nous le dire, elle. Ouais. Non, mais... J'imagine, si vous l'avez invité, c'est parce que vous vouliez la vérité. Non, mais où l'offre de TQS était déjà sur la table avec d'autres choses. Et Mario, à ce moment-là, disait je peux pas m'en aller à la télé encore. Et finalement, le temps a passé, puis ça a été bien parce qu'il y a eu quand même une grande réflexion de dire moi, j'ai besoin de parler au monde. Puis moi, j'étais contente de ça parce que je disais si tu vas travailler dans le privé, on va te perdre, là, tu sais. Puis j'étais un peu comme... j'avais envie, moi aussi, de le réentendre, de communiquer ses idées. Alors, moi, je suis très contente de la décision, puis il a pu le mûrir, et ça vient de lui-même. Mais je pense que depuis que tu as pris la décision, vraiment, c'est vrai que tu es plus relax, finalement. Oui, ça va bien, mieux. il y a eu 2 périodes difficiles. La campagne puis les semaines avant n'ont pas été nécessairement faciles, mais... On n'avait pas remarqué? Non. Mais entre les deux aussi, c'est un petit peu compliqué d'être assis sur une clôture, là. Tu sais, bon, je suis resté chef pendant quelques semaines parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que le 9 au matin, le parti se réveillait, le chef n'est plus là. Donc, je voulais laisser le temps au moins aux instances de retomber sur leurs pattes, de prévoir un processus de remplacement, de mettre toutes les étapes qui étaient nécessaires. Sauf que tu es dans une drôle de situation. Tu es chef, mais tu le seras plus. Tu es porte-parole, mais pas pour longtemps. Tu es encore député, mais en même temps, tu es sur le marché de la recherche d'un autre emploi. Ça, c'est moyen, là. Tu es assis sur une clôture, puis c'est plus ou moins confortable, là. Mario, vous avez choisi de ne pas faire vos adieux à l'Assemblée nationale comme le font la plupart des politiciens qui s'en vont, même si vous y avez donné presque 15 ans de votre vie. Pourquoi? Oui, ça, c'est moi, là. Les gens qui me connaissent, là, tous mes amis, tous mes proches ne se posent pas la question. Je suis pas un gars de cérémonie. J'aime pas ça, les cérémonies. J'aime pas ça, les discours de tout le monde, là, tu sais. Puis je veux dire, je le sais, là, je suis assez grand, là, à mon âge pour savoir que le jour que tu pars, t'es bon. Puis quand tu meurs, là, t'es bien, bien bon. Puis entre-temps, t'es rien... Puis entre-temps, t'es rien que moyen, là. Marie-Claude, pendant 14 ans, vous avez accompagné Mario dans sa carrière politique. Quel genre de femme de politicien avez-vous été? Étiez-vous plus Michelle Obama, Carla Bruni ou Julie Couillard? C'est un beau mélange. En tout cas, ce sont tous des belles femmes. Ouais. Mais en fait, je peux dire que Michelle Obama m'impressionne drôlement présentement. Tu sais, la semaine passée, on n'en revenait pas parce qu'elle est allée bras nus écouter son mari faire le discours du budget. Elle s'en fout, ça. Elle s'en fout, mais en même temps, c'est-tu un détail, tu sais, d'y aller les bras nus? Je me dis, bien, tant mieux, puis en plus, c'est une belle femme. Elle a des beaux bras. Montre-les tes bras, elle a travaillé fort pour ça. Mais, tu sais, je la regardais parler cette semaine des femmes, des militaires et tout ça, et oh, wow, quelle inspiration. Moi, en tant que femme... Je dirais que c'est la première femme de politicien, de président qui m'interpelle. Les femmes, on a besoin d'exemples comme Michelle Obama. Alors, tant mieux qu'elle soit là. On a souvent reproché à l'ADQ d'être le parti d'un seul homme. Même le candidat d'Équis dans Jonquière, Marc Jonf, vous a reproché d'avoir été plus important que votre message. Avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir laissé assez de place aux autres candidats dans votre parti? Honnêtement, oui. D'abord, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Et peut-être que le fait d'avoir été seul à l'Assemblée nationale pendant 8 ans, est-ce que j'ai pu prendre certains travers qui ont pris un peu de temps à décoller? Peut-être. Non, ce qu'on a vécu, il y en avait 36 nouveaux sur 41. Dans n'importe quelle formation politique, c'est pas vrai que les gens, dans le premier trimestre, là, passent de inconnus inexpérimentés à héros. Là. Il y a un apprentissage, ne serait-ce que du métier, de la caméra, du travail parlementaire. Et je trouve qu'il s'est bien fait. On a eu juste 18 mois, puis je trouve qu'il s'est bien fait. Notre équipe a été jugée d'une façon généralement incorrecte. Marie-Claude, selon un récent sondage, l'ADQ a glissé à 9 dans les intentions de vote comparativement au scrutin de décembre, où il y avait eu 16 des votes. Est-ce que l'ADQ va survivre au départ de votre Mario? Moi, je pense qu'on a besoin d'un parti comme l'ADQ, un parti d'idées. Et moi, je pense qu'un parti qui veut prendre le pouvoir doit voir les problèmes arriver avant les citoyens. Et je trouve qu'on a reproché beaucoup à l'ADQ d'amener des problèmes. Et quand on les regarde, présentement, on aurait dû s'en occuper avant. Alors, pour ça, l'ADQ a sa place pleinement et je suis convaincue qu'elle trouvera un chef. C'est sûr que, comme l'image, ça a été M. Allaire, mais très peu de temps, et Mario longtemps, on s'accroche, je pense, tous à son image, mais quand il y en aura un autre, on va passer à autre chose. Moi, si ça avait été vous, le chef, là, j'aurais voté pour l'ADQ. Ah! Là, tu viens d'avouer que tu l'avais pas fait? C'est obligé de l'avouer. J'ai pas voté pour l'ADQ.
Et moi, T'as-tu voté au moins? J'ai voté. Ah, C'est bien. on va c'est ça qui était bon. C'est ça qui est Avec le taux de participation, le vrai drame de la dernière élection, Ça, c'est un gros drame. c'est le taux de participation. C'est drôle, hein, parce que c'est un retour des choses. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, au Québec, au référendum, ça a voté à 95 mais on se pétait les bretelles d'une santé démocratique exceptionnelle. Puis on regardait vers les États-Unis, puis on disait leur démocratie s'en va en lambeaux. Alors, cette année, automne 2008, le taux de participation aux États-Unis qui monte en flèche avec l'élection Obama-McCain. Et ici, au Québec, le taux de participation le plus bas depuis que les moteurs existent pour transporter le monde puis que les médias existent pour les informer, là, le plus bas de tous les temps modernes. Yvon, tu as été le chef de l'action démagogique du Québec Absolument. lors des parlementeries de l'automne dernier. Oui. On va regarder un extrait, Manon. Tout ce que nous voulons, nous, au Parti démagogique du Québec, c'est de remettre les vraies affaires aux vrais endroits. C'est-à-dire Jésus sur la croix, la femme au foyer et l'immigrant dans son pays d'origine. Yvon, est-ce que tu t'es inspiré de l'ADQ? Non. Non, je me suis inspiré de l'extrême droite, mettons, qu'on n'a pas, mais qu'on a dans notre tête, là, parce que des fois, on vient tanner des affaires, hein, puis on veut des solutions rapides, puis on dit des niaiseries, puis on... Vous, Mario, compte tenu de votre expérience d'acteur, à Dieu merci, est-ce que vous accepteriez de jouer dans les prochaines parlementeries? Ah, ce serait bon, ça, Marie, ce serait très bon. Hésite, gars. Ah oui, mais oui. Dis non. Non! Ce serait bon, ça. Mario, lors de la dernière campagne électorale, vous aviez déjà annoncé des pertes de 25 des fonds de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Jean Charest s'était alors fait rassurant et avait refusé de confirmer les chiffres. Le temps vous a donné raison. Maintenant, avez-vous des solutions pour améliorer le sort de la Caisse de dépôt? On ne cherche plus de solution. Bien là, il n'y a pas de solution pour améliorer le sort financier. L'argent qui est sorti du compte, il est disparu. Je pense que tout le monde s'entend qu'il y a des problèmes de gouvernance avec la Caisse de dépôt. Moi, je prends la loi de la Caisse de dépôt, puis pour moi, elle est bien correcte. Puis les mandats qui sont à la Caisse de dépôt dans la loi de protéger l'épargne des Québécois tout en l'investissant dans l'économie du Québec, tout en développant l'économie du Québec, pour moi, c'est parfait. C'est dans la courroie de transmission entre ce qui est dans la loi puis ce qui est arrivé qu'il y a eu des failles là, majeures. Puis ça, il faut que ce soit réparé. On est pas mal écœuré au Québec qu'il n'y a jamais personne de responsable de rien. Là. Je comprends que le modèle bureaucratique est inventé comme ça, puis, tu sais, il arrive quelque chose là, à ton enfant, mais, tu sais, je veux dire, c'est la commission scolaire. Il y a tellement de monde impliqué dans tellement de niveaux que, finalement, tu peux jamais mettre la main sur la personne responsable de quelque chose. Puis, à plus grande échelle, c'est exactement le spectacle auquel les Québécois ont droit avec la Caisse de dépôt. Il y a des milliards de disparus. Je veux dire, tout le monde là, va payer pendant des années. Pendant des années, le monde va payer des cotisations de plus en régie des rentes, de toutes sortes de formes. Les gens vont payer en permis de conduire. Il n'y a personne de responsable. Alors, la solution, je pense que c'est de redonner des règles de gouvernance qui vont faire que les gens qui sont là, ils vont s'en tenir dans le mandat qui leur est donné par la loi. Il est encore là, le politicien, hein? Ça part pas, ça. C'est même pas... Moi, je l'ai, la solution pour la Caisse de dépôt. mais- Bon, vas-y, Danny. Il va te faire comme moi, t'ouvres pas les enveloppes, tu sais pas comment tu perds. C'est ça qu'ils ont fait jusqu'à temps que l'élection soit passée. Ça va, effectivement. Mais je pense que c'est un peu aussi citoyen qui parle. Ben oui, C'est puis- pas- puis comme contribuable. citoyen, il faut absolument se questionner là-dessus. Il faut... Il défend son Mario. Non, je défends le Québec. Je suis inquiète pour les Québécois quand je regarde ça et comment ça s'est passé en décembre. Moi, comme citoyenne, honnêtement, ça m'a écœurée. Tu sais, je veux dire, comme citoyenne, je veux dire, le seul endroit où j'ai mis des sous, là, c'est bien là. Tu sais, dès que tu as une paye, tu mets des sous là. Tous les Québécois qui ont travaillé ont mis des sous là. Ouais, c'est insultant. C'est insultant quand on sait que les gens le savaient et il fallait pas en parler parce qu'on allait faire peur à nos personnes âgées, on allait faire peur à tout le monde. Moi, je pense que les gens qui reçoivent leur relevé, il n'y a pas d'âge. On reçoit notre relevé bancaire à tous les mois. C'est pas discriminatoire de le recevoir quand on a 77 ans. Alors, je vois pas pourquoi on n'avait pas le droit de le dire. Alors, moi, ça m'a choqué, ça. Bravo. Bonne, Là, vous l'avez, là, le chef. Vous l'avez, le Marie-Claude, chef. est-ce que la là, course au dans les culs, là, leadership Vous l'avez, là. Ben oui. est lancée ce soir? Oui, oui. Non. On envoie Mario sa balieuse, Non, mais puis on c'est part. Par exemple, Bonnie. Mario, dans quelques mois, vous allez animer l'émission Dumont 360.
on va vous faire pratiquer. Va chanter à télévision. Je m'en vais me rendre en première position. On change de place. Vous posez une question à chacun de nous. Vous terminez par votre femme. Ah, puis je prends la place. Gars, le bain, il fait 360. gars. La première question, Guilla, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Oh! Malheureusement, je peux pas répondre, mais Diane le peut. Oui. Diane. Prise de cours. On va voir une suggestion, Mario, de Nick Hamilton. C'est un château Mirlettan, duc de Fleury. Regarde, Mario, moi, je vais l'ouvrir. Tu continues à poser tes questions. Ben, Madame Richard, je veux mieux comprendre, parce que j'ai capté un bout d'entrevue tout à l'heure, je veux mieux comprendre l'ensemble du sentiment instructif de visiter un colon de l'intérieur. Je ne l'ai pas fait encore, mais Ah, vous l'avez pas fait encore? je pense qu'il y a un double sens que je comprends pas nécessairement. Excellent. Bon. Oui. La campagne de financement du CHUM. Oui. Mettons que je donne 10 piastres. Ah! 10 $. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ce qu'ils vont faire avec, c'est que, premièrement, il faut comprendre une affaire, c'est que il y a pas... La Fondation du CHUM se loge Oui. et se paye elle-même, sans les contributions du public. La contribution va à la recherche, hein, toujours, l'achat d'équipements. Et je trouve ça merveilleux. Oui. C'est bien. On est rendu à TQS. Danny Turcotte. Oui. Pourquoi, quand moi j'anime, tu m'aides pas? Je disais, on va écouter qu'est-ce qu'il y a à dire, qui s'arrange avec ses trois. J'ai une question difficile de ma conjointe. Quel devrait être le sujet de la première émission à TQS? Ah, c'est quoi tuer un phoque humainement? Hein? Moi, Marie-Claude a une j'aimerais fixation sur les anti-chasse aux phoques. J'aimerais qu'il y ait des spécialistes qui viennent m'expliquer ça quand le Parlement européen s'offense parce qu'on ne tue pas de façon humaine nos phoques. Mais comment on tue nos personnes, nous? C'est quoi tuer un humain? Tu sais, je sais pas, avec ce qui s'est passé au Rwanda, il me semble qu'on a laissé des humains mourir de façon assez atroce. Alors, je comprends pas qu'on se préoccupe presque plus de la mort des phoques, comment on le fait, que pour des millions de Rwandais. Alors, moi, je questionne beaucoup ces choses-là. J'aimerais ça entendre une table ronde, moi, là-dessus. On pourrait avoir Brigitte Bardot. Et Peter Stagny. Ah oui, il est contre ça, lui? Mais non. Mais non, Peter Stagny a fait le premier à prendre la défense des Madelinots, des pêcheurs de phoques là-dedans. C'est Peter Stagny au Parlement européen. J'ai une petite carte pour Marie. Oh! Oh! Je vais aller lui porter. C'est rare que je fais ça, mais il faut que je l'aide, il me l'a demandé. C'est mieux. Bienvenue dans le monde de la télé, même si les observateurs de celle-ci peuvent être aussi cruels que ceux de la politique. Ne vendez surtout pas votre ferme, vous aurez peut-être bientôt le goût d'y retourner en vous disant « Quant à se faire rouler dans le fumier à Montréal, aussi bien en épandre paisiblement à Kakuna. » Après la pause, Madame Nathalie Buisson. On ne guérit pas du cancer cérébral. On essaie de contrôler du mieux qu'on peut. Et la stratégie, c'est d'étirer la vie le plus longtemps possible en espérant qu'on trouve la solution un jour. De là, mon espoir en la recherche. Avez-vous l'impression d'avoir une bombe à retardement dans la tête? Ouf. Ancienne danseuse des Grands Ballets canadiens, ma prochaine invitée vient nous raconter son combat contre le cancer du cerveau. Voici une fille qui a le cœur dans la tête, Nathalie Buisson.
Nathalie, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes une ancienne danseuse soliste des grands ballets canadiens. Votre lutte contre le cancer du cerveau a commencé il y a près de 5 ans. Votre vie a basculé en mars 2004 alors que vous aviez 38 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est simplement passé que j'ai convulsé durant mon sommeil. Je me suis retrouvée à l'hôpital. On m'a fait un scan et on a détecté une tumeur cérébrale frontale droite de 5 cm. Et oui, effectivement, ma vie a basculé. Est-ce que vous aviez déjà souffert de quelconques symptômes avant cette nuit-là? Oui, à vrai dire, j'ai été pendant à peu près 8 ans allée de médecin en médecin en disant que j'avais des étourdissements, des vertiges. Mais à ce moment-là, je dansais et on me disait, ben il n'y a pas plus en forme que toi. Mais c'est sournois, le cancer cérébral, ça se passe ici et c'est difficile à détecter. Les médecins ne s'entendaient pas à savoir s'ils devaient vous opérer ou non. Je vous cite. On magasine bien pour une voiture ou une hypothèque. Je me suis dit qu'avant de me faire ouvrir le coco, il fallait que je pousse plus loin l'investigation. Avez-vous fait beaucoup de lèche-vitrine avant de trouver le bon médecin? Bien, beaucoup de lèche ordinateur, peut-être. Je suis allée beaucoup sur le net, j'ai beaucoup lu sur ce qui m'arrivait. Et j'ai eu des opinions totalement opposées. C'est-à-dire, un médecin disait qu'il n'y avait aucun risque, un autre disait qu'on ne faisait même pas une biopsie, on n'opérait pas. Alors, j'avoue que j'étais assez mêlée, encore plus mêlée. Et c'est là que j'ai fait beaucoup de recherches et j'étais prête à aller au bout du monde, à vendre la maison, pour avoir le meilleur traitement possible. Et c'est avéré que le bout du monde s'est retrouvé à Sherbrooke. Le docteur David Fortin. Effectivement. Le docteur Fortin revenait toujours dans mes recherches. Beaucoup de gens m'en avaient parlé. J'avais lu que le CHUS se positionnait en neurochirurgie et neuro-oncologie. Ils avaient un nouveau traitement qui réussissait à traverser la barrière hémato-encéphalique pour aller porter la chimiothérapie au cerveau. OK. Et aussi le Gamma Knife, qui est une radiochirurgie au rayon gamma. Donc, tous ces éléments-là ont fait en sorte que je me suis dit, bien, peut-être que j'aimerais bien rencontrer ce fameux docteur Fortin. Et c'est quoi son traitement révolutionnaire? C'est-à-dire que ce qui arrive avec le cerveau, c'est qu'il y a une barrière hémato-encéphalique qui empêche les molécules de traverser, à part l'alcool et quelques substances illicites. Une chance. Mais malheureusement, il empêche les substances toxiques comme la chimiothérapie d'arriver au cerveau. Il y a une nouvelle chimiothérapie qui a des molécules plus petites, mais il y a quand même seulement de 5 à 20 de cette chimio qui se rend au cerveau. Donc, tout le corps se tape la chimio au complet, mais ça n'arrive pas totalement au cerveau. Et cette nouvelle technique, c'est le docteur Fortin, par médication, réussit à ouvrir la barrière hémato-encéphalique et par voie intra-artérielle va porter la substance chimiothérapique directement 100% au cerveau. Là, le docteur a réussi à retirer 95 de votre tumeur. Votre opération est donc considérée comme un succès, mais qu'est-ce qui arrive avec le 5 restant? Bien, le 5 il est fatigant. C'est-à-dire qu'après l'opération, qui s'est très bien passée, 2 mois après, c'est recommencé à se proliférer. Et donc, c'est là que j'ai commencé une chimiothérapie par voie orale pendant 2 ans et 4 mois. Et donc, après, j'ai pris une pause de 6 mois, mais ça s'est remis à se proliférer. Et j'ai recommencé une autre année de chimio, mais malgré la chimiothérapie, ça continue à se proliférer. Il y avait une autre tumeur de 3 cm et c'est là qu'on a décidé de faire l'opération au rayon gamma, il y a 1 an. Et depuis, c'est stable. Votre frère et vous aviez baptisé votre tumeur Serge. Pourquoi Serge? Ah, j'avais peur que vous me parliez de mon Serge. Je ne veux pas offenser les Serges du Québec. Il aurait pu s'appeler Guilla. Mais c'était pour ne pas le nommer. C'est parce qu'à un moment donné, il prenait tellement de place dans nos conversations. On a dit, bien, on va l'appeler Serge. Bon, OK, c'est tout. C'était pas plus compliqué. Fait que c'était comment est-ce qu'il va, Serge? Oui, oui. C'est plus sympathique que tumeur. Oui, oui. Et Serge, 5 ans plus tard, comment va-t-il? Il se tient tranquille. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un résultat comme quoi la tumeur est stable parce qu'on ne guérit pas d'un cancer cérébral.
ça infiltre le cerveau. Et le cerveau, on ne peut pas y toucher. Donc, on ne guérit pas du cancer cérébral. On essaie de contrôler du mieux qu'on peut. Et la stratégie, c'est d'étirer la vie le plus longtemps possible en espérant qu'on trouve la solution un jour. De là, mon espoir en la recherche. Avez-vous l'impression d'avoir une bombe à retardement dans la tête? Ouf. Non, je pense que on apprend à vivre avec ça, on apprend à le gérer. Puis je pense que tout le monde en a une. Hein. Le jour qu'on est, on sait qu'on va mourir. On essaie de s'arranger qu'on soit le plus loin possible sur la courbe, tout le monde. Et donc, c'est juste d'apprendre à vivre avec ça. Et Serge, puisqu'il faut le nommer, là, est-ce qu'il y a un impact sur votre vie au quotidien? Vous avez étourdissement, maux de tête? Non, je dois avouer, dans ma malchance, je suis quand même chanceuse. J'ai une belle qualité de vie. Je continue à voyager, je continue à travailler de façon ponctuelle. Donc, pas de maux de tête chroniques, d'étourdissement? Souvent dû aux médicaments. Parce qu'on doit contrôler l'épilepsie aussi, parce que la tumeur cause des convulsions, donc on doit prendre une médication. Le cancer du cerveau est l'un des plus rares et il mobilise le moins de fonds de recherche. C'est pour cette raison que vous avez mis sur pied en 2006 le spectacle Cœur en tête, dont les profits sont consacrés à la recherche sur le traitement des tumeurs cérébrales, dirigé par le docteur David Fortin. C'est quoi ce spectacle-là? Bien, c'est un spectacle principalement de danse qui a pour objectif de ramasser des fonds pour la recherche. Bien, je me suis dit, voilà ma façon d'être dans l'action et de contribuer à faire avancer la recherche. Les gouvernements se retirent de plus en plus. On pourrait faire le parallèle en la santé, la culture, tout. Et j'ai dit au docteur Fortin, ben voilà, si j'étais millionnaire, je ferais un don. Je le suis pas, mais je vais peut-être retourner vers mes amis et leur demander s'ils ont envie de se mobiliser pour la cause autour de moi. Vous avez fait une grande carrière de ballerine. Vous avez dansé pour le Grand Ballet canadien, pour la compagnie espagnole nationale de danse de Madrid. En 2006, vous êtes remonté sur scène alors que vous ne dansiez plus depuis 8 ans. On va vous regarder danser, Manon. Con mis baby a mi side, ai sai gono masasiawa. Con mis baby a mi side, ai sai gono masasiawa. Votre frère unique, le journaliste et caméraman et comédien, Paul Buisson, est décédé en 2005 dans des circonstances nébuleuses. Il a été victime d'une erreur médicale. Est-ce que vous savez maintenant ce qui s'est passé exactement? On attend toujours. On a une idée. Il y a eu enquête, il y a eu des audiences disciplinaires, il y a eu des audiences publiques et on attend toujours les résultats. On sait que votre frère a été placé dans une unité de soins inadaptée à son état sans être transféré aux soins intensifs. Le médecin n'est pas demeuré au chevet du patient mal en point et il s'est risqué à l'intuber dans une situation difficile. On lui a aussi administré du Dilaudid, un puissant narcotique, sans qu'une ordonnance de surveillance soit émise. L'an dernier, vous et votre belle-sœur avez déposé une poursuite contre l'hôpital de Saint-Eustache et 2 médecins de la salle d'urgence à la suite du décès de votre frère le 19 avril 2005. Vous attendez toujours? On attend toujours. Vous avez eu la chance de rencontrer un médecin extraordinaire qui vous a sauvé la vie. Votre frère, lui, n'a pas eu cette chance-là. Est-ce que vous avez une relation amour-haine avec la médecine? Non, non. Je crois qu'elle est importante, la démarche qu'on fait, parce que je pense qu'on doit apprendre dans la vie, dans n'importe quel domaine, que si erreur il y a eu, on doit apprendre de ça et ça fait juste en sorte que ça n'arrivera pas à d'autres. Et c'est là l'objectif. Et à la lumière de ce qui va être dit après enquête, bien, on pourra apprendre de ça et s'assurer que ça arrive à personne d'autre. On ne meurt pas de pierre au rein. Alors, je crois que c'est important de savoir ce qui s'est passé, simplement pour éviter que ça n'arrive pas à d'autres. En général, avez-vous confiance
en la médecine au Québec? Oui, je pense qu'on a un bon système, il faut être vigilant. Et j'en bénéficie. Et ma façon constructive de faire face à tout ça, c'est de dire on a des bons médecins et il faut les appuyer, les médecins, dans leur démarche. Et c'est ce que j'ai fait avec le docteur Fortin. Nathalie, est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir. Merci beaucoup. À votre santé. Tout de suite après la pause, Janine Foucault. Janine, est-ce que tu as vraiment couché avec Martin Matt ou il disait ça une fois de plus pour Mais se tu sais, vanter? on le connaît bien, Martin. S'il le dit, ça doit être vrai. Malgré ses 87 ans et ses 70 ans de carrière, ma prochaine invitée pourrait décoiffer bien des petits genoux. Voici Janine Suto. Janine, bienvenue à Tout le monde en parle. Comme je connais Janine depuis plusieurs années dans la vie, on se dit tu, alors je vais la tutoyer. Envoyez-moi pas des courriels de bêtises. Merci. Janine, tu es ici pour nous parler de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui débute aujourd'hui. Oui. Tu es la mère de 2 filles, dont la comédienne et animatrice Mireille Desglin. Sa sœur jumelle, Catherine, est atteinte de trisomie 21. Elle a 50 ans. Ça fait presque 30 ans que tu es porte-parole pour la cause. Qu'est-ce qui reste à faire pour sensibiliser les Québécois en 2009? Beaucoup de choses, Guy. Les parents, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est de répit. Nous, on appelle répit avoir un répit de fin de semaine, par exemple. C'est du vendredi soir au dimanche soir. Mais ça, c'est ça qui manque. Il y en a, mais c'est archi plein. Par exemple, tu vois, quand même, comme je ne suis plus très jeune, j'ai vraiment besoin, moi, de 2 jours. Eh bien, je les ai pas. J'ai 1 semaine sur 2 de répit. Et puis, t'as pas besoin de te plaindre. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est dans le même cas. Alors ça, c'est une chose importante. Et puis aussi, des organismes qui aident les jeunes parents. Parce que, qu'est-ce que tu veux quand cette chose arrive, cet événement arrive, où tu es combattant, ce qu'il faut faire et ce que je n'étais pas tellement, où tu es infiniment vulnérable. Et puis, tu sais pas où t'adresser. Et d'ailleurs, Catherine habite encore chez toi? Oui, oui, absolument. Et la MDI, l'Association de Montréal pour la déficience, m'a appelée et m'a dirigée vers une espèce d'organisme où il y avait... Parce que Catherine, il faut le dire, n'est pas... Tu sais, les petits trisomiques, moi, j'en connais qui lisent, qui parlent. Bon, Catherine, c'est pas tout à fait ça. Je veux pas employer de mots en disant c'est plus profond, mais c'est peut-être ça. Mais donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux et c'est normal que je m'en occupe d'eux. Janine, je te cite. « Je veux plus entendre pourquoi moi ou encore quel courage. Catherine est ma fille, je m'en occupe et c'est tout. Dans la vie, on fait face à ce qui se présente. Tu as 87 ans, ta fille a 50 ans. Est-ce que la perspective de ne plus être là un jour pour ta fille t'inquiète? » Tu comprends, Catherine, moi, du moment... Quand je serai encore sur mes 2 jambes et même assise, là, je garderai Catherine avec moi. C'est ma fille, il n'y a absolument rien d'extraordinaire là-dedans, hein. C'est ta fille, tu l'aimes, puis tu la veux dans n'importe quel état. Bravo. Bravo. Il y a actuellement un débat autour d'un test de dépistage prénatal pour qu'il soit accessible à toutes les Québécoises enceintes. Il s'agit d'un test qui permet, dès la 11e semaine de grossesse, de détecter les risques de trisomie 13, 18 et 21 chez le fœtus si les parents
le désir. Ce genre de test n'était évidemment pas disponible en 1958 lorsque tu étais enceinte. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là? Est-ce que ça facilite ou ça complique les choses? Mais ça, c'est tellement personnel chez les couples. Et, naturellement, probablement que c'est bénéfique. Mais là aussi, il y a quelque chose de... Tu sais, t'as l'air de... Bon, ben j'ai un petit canard boiteux, ben j'en veux plus. J'en veux pas. Mais j'ai l'air de juger, mais non, c'est pas vrai. Je ne juge pas les gens qui se disent, ben non, c'est trop dur. Moi, j'aimerais peut-être intervenir parce que nous, on a un enfant avec une trisomie 13. Et c'est pas la même chose, 13, 18 ou 21. Une trisomie 13, ils n'ont pas de chance de survie. Alors, peut-être que oui, moi, j'aurais aimé le savoir. Puis si ça avait été une trisomie 21, nous, on l'aurait gardé. Mais une trisomie 13, c'est moi qui aurais pu en mourir si j'avais gardé le bébé en moi, parce que j'avais plus de liquide amniotique, puis je me serais empoisonnée. Mais nous, il est mort à la naissance. C'était un garçon, il était vivant quand il est né, il est décédé, mais on peut pas comparer, je pense, avec une trisomie 21, où votre fille, quand même, elle est là, elle est non, elle est présente. très fine, ma fille, elle est extrêmement fine. Est-ce que vous avez du ma plaisir fille. avec votre fille aussi? Ah, beaucoup. Beaucoup? Ah, ben moi, je suis chanceuse parce que, comme vous dites, la trisomie 21, même Catherine, qui n'est pas dans les génies de cette catégorie, est adorable, est fine. Et vraiment... Ils ont d'émotions, ces enfants-là. Beaucoup. Elle vous aime et vous l'aimez. Mais elle m'a appris tellement de choses. Ben oui. Elle m'a appris l'amour, tu sais, l'amour intégral, ben c'est ça. L'amour pur, hein? Absolument. Ah, ouais. Alors, des fois, j'ai envie de la tuer, mais en tout cas... Non. Bien, on avait compris. Janine, avant d'aller plus loin dans l'entrevue, on doit, au nom de la rigueur journalistique, vérifier quelque chose avec toi, Manon. La première fois que j'ai couché avec Janine Suto, j'étais très déstabilisé de son expérience aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Elle vient ici la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais lui en faire parler. Ouais. Non, ça a été bien touchant. Janine, est-ce que tu as vraiment couché avec Martin Matt ou il disait ça une fois de plus pour Mais se tu vanter? sais, on le connaît bien, Martin. S'il le dit, ça doit être vrai. Non, mais justement, je voudrais savoir, parce que là, quand même, tu sais, c'est des événements qui sont passés il y a assez longtemps. Quel âge avait-il? Parce que je voudrais pas passer pour pédophile, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, c'est gentil de dire que j'ai beaucoup aimé ça, que j'ai une grande expérience. Mais je ne peux pas te dire, Guy, que cet événement, j'en garde un souvenir impérissable. Janine, on t'a vu pour la première fois à la télé en 1954 dans ceci. Manon. Tout à l'heure, tu as admis que la maison était jolie. Oui, il faut une charmante peinture. On va l'arranger à notre goût. La démolir, la rebâtir. La démolir? Au moins la moderniser. Oui, jusqu'à un certain point, oui, mais pas jusqu'à détruire ce qui en fait le charme, ce qui lui donne son caractère, sa personnalité. Et sais-tu, Guy, je trouve que j'ai une petite voix fatigante. Est-ce que j'ai évolué un peu? Oui. Ah bon? Oui. Merci. Ça s'est placé. Si je peux faire juste une petite anecdote, c'est que moi, j'ai joué la première fois un rôle à la télévision en 59, à Toronto, en anglais. Et on était des Canadiens français, donc ça prenait du monde avec l'accent. Et vous avez joué Janine ensemble? était ma mère. Yvon, Oui. On l'a. Vous l'avez? Manon. François, you phone me as soon as you get to New York. It don't matter how much it costs. Do you think we're going to have an accident? Promise. I will not sleep much if you don't. Yes, Mama. I will phone you tonight. And right often. Every day, how often? I could only go with you on that special work, François. Me with my 2 jobs, and I don't even like either of them. François, my little cabin boy. How can you hate that me? Your papa called you that. Sorry, Mama. And don't worry, I will phone you tonight, I promise.
Et sais-tu, une chose qui avait de merveilleux, c'est que Janine jouait le premier rôle. C'était un téléthéâtre d'1h30 et elle parlait pas anglais. Ben, c'est ça, je pense. Elle a tout appris au son. Hein, Janine? Ah oui, c'est notre camarade qui a été longtemps, qui a fait des films à Hollywood. Émile Genet. Émile Genet. Qui me coachait. Je savais ce que je disais, par exemple. Oui, absolument. Mais alors, c'était très, Mais très c'est pas drôle. facile. Je là. pensais pas qu'il y avait des gens, je pensais pas qu'il y avait des gens qui l'horreur. pouvaient parler plus mal anglais que moi. Mais la seule fois que j'ai eu un rôle dans une continuité qui était une continuité pour adolescents aussi, c'était encore Janine qui était ma mère. C'était Ben, spécial. Yvon, on l'a pas. Vous l'avez? Oh mon Dieu, mon Dieu! Mais Janine a joué souvent, ta mère. Oui, plusieurs fois. Pourtant, vous avez pratiquement le même âge. Ben oui, presque. Je suis ta mère, chère. Elle a l'âge de ma maman. moi. J'aurais pu être Mais ta c'est une mère. maman très jeune pour moi. Hein? Non, c'est gentil, mais non, j'aurais très bien pu t'avoir. Tu sais, parti comme Martin le dit, là. Ben oui. Fait que ce serait le fils de Martin Matt. On l'a trouvé. Là, ça vient la connexion. Ça se fait, les liens, là. Janine, au début des années 70, tu as vécu une période plus difficile. En moins de 18 mois sont décédés ton mari, Henri Desglin, son fils, Serge Desglin, et ta mère. Je te cite. « Durant toute ma vie, j'ai été entouré d'alcooliques. Lorsqu'ils sont morts, j'ai commencé à boire. Aujourd'hui, je ne bois plus, sauf du champagne à l'occasion. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu devais cesser de boire? » Une certaine répétition de théâtre avec Gaëtan Labrèche, je me suis rendu compte que j'étais un peu en retard de 3-4 secondes dans les répliques. Alors là, j'ai eu peur. Parce que moi, en plus, c'était terrible. C'était pas le vin que j'aimais, moi, c'était l'alcool. Ah, le fort, là. Oui, là, tu sais, les martinis, là, tu sais. Ah oui, oui, OK. Oui. Et vous en preniez Alors- tous les jours? Ah oui, cher. Ah oui. D'ailleurs, on était une gang d'ivrognes, hein, dans Ça buvait beaucoup, notre beaucoup. génération, là. Ah oui, écoute, c'était vraiment, là... Il y a eu certaines représentations, là. Non, C'était l'époque où derrière le président de l'Assemblée nationale, c'était un bar plutôt qu'une bibliothèque aussi. Ah oui, hein? C'est la même époque. Dans tous les milieux, à l'époque, c'est ça vrai, buvait beaucoup. C'est l'époque où il y avait une bière dans la fourche pour conduire son auto. là. Non, mais enfin, ça se fait encore, naturellement. Mais je me rappelle, est-ce que c'était pas Jules César? Oh, ben là. Puis en plus, tiens, il y avait des marches. Vous avez travaillé avec Jules Alors, Ben César? oui, attends, Janine, là, qu'est-ce que tu parles de quoi? là? T'as connu Gilles César? Ben oui! Elle a assassiné Jules César. Beaucoup de tes compagnons de travail et amis, dont Guy Moffett, Fernand Gignac, Claire Hitt, Jean-Louis Millette, Juliette Huot, Amulette Garneau et Marc Favreau sont décédés. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être la doyenne de l'autobus du show business? Non, ça, je trouve pas ça difficile. C'est normal. Non, je peux pas dire que... moi, l'âge, ça m'a jamais... c'est-à-dire, oui, ça me gêne pour certaines choses. Puis, allez pas croire que j'aime ça vieillir. Pas du tout. Non, on aime J'ai pas ça. horreur de ça. On n'aime pas ça, hein? Bon. Ben, moi, j'aime ça. Ah, mais oui! Oui, ben écoute, bravo, puis il y a des bons côtés. On est quand même un peu moins idiote qu'on l'était, enfin, j'espère. mais c'est difficile, vieillir. Alors, moi, si je me regarde dans une glace, je me regarde sans lunettes. Excellente idée. Parce que ça, c'est... Mais par exemple, quel choc quand tu les mets. Je dis souvent à Yvon, là, mets pas tes lunettes. Il est sûr là, qu'on n'a pas de rides. Là. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. C'est aussi réconfortant de voir des gens qui vieillissent bien comme vous, quand même. Ouais. Mentalement, vous êtes... Janine, quand même- Janine, C'est gentil. est-ce que tu nous fais l'honneur de rester avec nous? Oh, bien, avec J'ai plaisir. une petite carte pour Mme Chuteau. Oui. Ah, que vous avez alors, vos écoute, lunettes? Dani, j'ai pas mes lunettes. Je vais vous la lire, moi. S'il te plaît. Janine Suto, c'est toute l'histoire de notre télé et de notre théâtre incarné. Imaginez, Madame est arrivée au Québec en même temps que le pont Jacques-Cartier. Et on dit qu'elle aurait même fréquenté le vieux Montréal alors qu'il était jeune. Tout de suite après la pause, André Forcier.
En ce moment, le cinéma québécois semble se souvenir plus que jamais. Faute d'avenir, est-ce qu'on se tourne vers le passé? Non, moi, c'est un pur film de fiction. Moi, je suis pas parti d'un événement et ma manière de traiter cette époque-là est tout à fait originale, audacieuse et hilarante. Mon prochain invité vient nous présenter son nouveau film intitulé « Je me souviens ». Voici le réalisateur André Forcier. Bonsoir André, bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Votre dernier film, Je me souviens, a pris l'affiche cette semaine avec de jeunes acteurs inconnus tels que Céline Bonnier, Rémi Gérard, Roy Dupuis, Michel Barrette, France Castel, David Boutin, Gaston Lepage, Hélène Bourgeois-Leclerc, Pierre-Luc Briand. Le film nous replonge dans le Québec de la Grande Noirceur où des employés d'une mine de l'Abitibi tentent de former un syndicat. Manon. Vos orphelins sont ici pour voler les élections et pas des caves. Ils ont intérêt à s'abstenir de voter. Ne prenez pas mes orphelins en otage, Monsieur Saint-Saëns. Le gouvernement veut les mettre au travail. Ils sont une véritable richesse naturelle pour la province. Vous pouvez vendre vos richesses naturelles une scène la tonne, comme Duplessis l'a fait avec le fer et le titane sur la Côte-Nord? Si vos utopistes veulent imposer leur dictat à la Sulidor, qu'ils achètent donc la compagnie, monsieur. Le crédit social, ça en vient. On va imprimer de l'argent et on va l'acheter à la compagnie. André, tout d'abord, félicitations pour le film. C'est un plaisir de vous retrouver au grand écran dans une aussi bonne forme narrative et visuelle. Oui. La devise du Québec, Je me souviens, vous inspirez votre 11e film qui se passe dans les années 50, à l'époque de l'omniprésence du clergé dans un Québec dirigé par Maurice Duplessis. Vous avez voulu provoquer une réflexion sur l'affaiblissement de la ferveur indépendantiste. Les Québécois devraient se souvenir de quoi, selon vous? Je n'ai pas fait ce film-là pour faire revivre la ferveur indépendantiste. J'ai fait ce film-là parce que il y a une telle désillusion au Québec que je la compare à la désillusion des années du Duplessis que j'ai vécu à rebours parce que mon père haïssait Duplessis. Mais le Duplessis m'intéressait comme cadre et cette espèce de collusion-là entre le clergé, l'État et le patronat, qui était finalement assez abject. Puis il y a bien des choses qu'on a occultées de la période du duplessisme. C'est par exemple la présence importante des syndicats communistes au tournant des années 50. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement syndical en 2009? Là, je sais pas, ça a l'air qu'il y en a un qui s'est pris des gros comptes de dépenses, là. Moi, j'idéalise pas le mouvement syndical et puis j'ai rien contre le patronat. Puis au niveau des syndicats, ce qui m'écoeure le plus, c'est que les gens de ma génération, les baby boomers, ont créé des clauses orphelins et ils ont trahi la génération qu'ils ont engendrée. Et donc, moi, je suis un petit peu désillusionné de tout ça, là, tu sais. Je suis pas un Québécois qui se pète les bretelles et puis qui est si fier que ça, tu sais. Vous rejoignez un peu ce que Mario Dumont a dit? Ah, ben... probablement. Je veux dire... pourquoi pas? Non, mais... Ton public cible, là, ici. Il est un de ceux qui a pu être critique du syndicalisme, mais de retourner aux origines, de dire le syndicalisme... À l'époque où, dans les mines, il n'y avait pas de CSST. La santé, sécurité au travail, le mot n'existait même pas, là. Les pères de famille risquaient tous les jours leur vie. Comparer le syndicaliste québécois en 2009, puis ce qu'à l'époque, on a construit comme base pour défendre des travailleurs. Puis je pense qu'il y a un devoir de mémoire, parce qu'il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui se souvient de ce qui s'est passé à cette époque-là, puis du pourquoi, des racines. Pourquoi ça s'est fait? Pourquoi c'est arrivé? Il y a encore des secteurs aujourd'hui qui devraient être défendus.
Sûrement. Des syndicats, des usines ici à Montréal, Non, des gens mais, qui travaillent. en même temps, c'est un pan de notre histoire qu'on a occulté, puis on occulte même l'histoire dans nos écoles. En tout cas, à un moment donné, moi, mes enfants n'étudiaient pas l'histoire au primaire, tu sais. On n'enseigne pas l'histoire, on n'enseigne pas les arts. Tout ce qu'ils voulaient, c'était l'anglais intensif. 99,9 des parents au Québec veulent avoir l'anglais intensif dans leurs écoles. Comme s'il y avait juste l'anglais intensif. Sacrément, l'anglais, c'est une maladie qui s'attrape, t'as pas d'affaire à l'apprendre. Judy, toi qui es né à Toronto, I'm not sure what I'm going to say to this. what do you think about this? Je comprends, il y en avait trop qui a été mis là-dessus. Vous êtes un peuple, le Québec est un peuple qui est à part, et puis il faut se Mais je pense plonger que dans la Judy, culture. t'en fais partie, là. J'en fais partie, mais c'est pour ça. Mais je comprends totalement l'idée au départ d'enseigner l'anglais. Là, je suis pour la nécessité de l'enseignement de l'anglais, d'abord. Je trouve que c'est une jolie langue et puis que c'est une ouverture sur le monde. Si on peut enseigner l'anglais puis l'espagnol. Mais ça, pas au détriment de l'histoire. Mais il faut voir que ça soit balisé. Parce que là, on a voulu démocratiser l'enseignement. On a alourdi bien les affaires. Moi, quand je vais voir le médecin, là, c'est lui qui me traite. Puis là, aujourd'hui, c'est les parents qui disent aux profs comment enseigner, tu sais. Là, il y a toujours bien une maudite limite à ça, là, tu sais. Oui, monsieur. André, je vous cite. J'ai ciblé les années 50 parce que ce sont les années dont j'ai un certain souvenir et que rien n'a changé au Québec. On est aussi mélangé qu'on l'était à l'époque du duplessisme. Le Québec a évolué, mais j'ai l'impression que le Québec refuse de se prendre en main. Il n'y a aucun projet collectif, aucun emballement. C'est triste et plate d'être québécois. Oui. Moi, je veux parler de la désillusion qu'on avait, de l'absence d'espoir qu'on avait à l'époque du Duplessis. Et je la revois germer, cette absence d'espoir-là, maintenant. C'est peut-être une malheureuse intuition. Il y a des gens qui sont extrêmement positifs, mais moi, je ne le suis pas. Mario, est-ce que tu sens ça, cette naissance du désespoir? Le mathématicien en moi dirait... quand les gens vont plus voter, puis là, regarde, je fais mon meilleur culpa parce que j'étais de ceux qui proposaient quelque chose puis offraient au monde d'aller voter, puis ils m'ont boudé comme les autres. Mais quand les gens vont même plus voter, ils trouvent plus rien d'important, ça tend à donner raison à cette thèse-là. C'est qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien qui allume. C'est sûr. C'est sûr. Mais, faut se souvenir, moi, je suis un optimiste dans la vie. En 1960, c'est arrivé en 6 mois, là. Tu sais, on idéalise, il y a eu... Ça a fermenté, ça s'est écrit, les artistes ont... Mais, tu sais, dans le fond... ça n'a pas commencé avec les libéraux, ça a commencé avec le dorénavant de Paul Sauvé. Puis, Mais quand même, c'est arrivé en 6 mois. Puis Nadeau disait, vous êtes en train de nous voler notre programme. C'est quand ils ont mis le moron à Barrette là, que tout ça a floché, là, tu sais. N'insultons pas la famille Barrette. Non, excusez-moi, madame, vous êtes une Barrette. C'est parent avec toi? Non, c'était pas... Non, mais vous savez, je dois avoir du Barrette dans ma famille. Pour produire votre dernier film, votre femme et vous avez renoncé à votre salaire, pigé dans vos REER et agi à titre de scénariste, monteur, réalisateur et producteur. De quoi vivez-vous? On peut avoir du pain à 2 pour 1, pas loin de chez nous. Et puis, je suis un excellent cuisinier. Je suis capable de me débrouiller avec pas grand-chose. Ouais. Est-ce qu'il y a du fun un peu parfois, André Forcier? Ouais? Est-ce que j'ai l'air d'un gars qui a pas de fun? T'as une désillusion assez marquée. Oui, mais on peut l'exprimer avec sérénité puis avec un certain humour noir, comme il y a dans votre dernier film. Je me souviens, vous ennuierez pas, vous savez. On va y aller. Vous savez, c'est comique. Et je puis, le confirme. Ça rentre dans le dash. En ce moment, le cinéma québécois semble se souvenir plus que jamais
Faute d'avenir, est-ce qu'on se tourne vers le passé? Non, moi, c'est un pur film de fiction. Moi, je suis pas parti d'un événement et ma manière de traiter cette époque-là est tout à fait originale, audacieuse et hilarante. Rien de moins. Je l'ai vu, c'est très drôle, on se bidonne. Sans rien, là. Mais c'est vrai en plus que c'est drôle. Je vous cite, « Je suis l'un des rares réalisateurs qui persiste à écrire ses scénarios. Pour moi, l'acte d'écrire est intimement lié à l'acte de tourner. Pourtant, vous refutez depuis vos débuts l'étiquette de cinéma d'auteur. Pourquoi? Quel genre de cinéma faites-vous? Je fais des films, point. Mais cinéma d'auteur, si on met la connotation plate et expérimentale qu'on a tendance à y adjoindre, non, c'est pas ça que je fais. Mes films sont pas plates. Pas du tout. Donc, un film d'auteur, c'est nécessairement péjoratif? Ça peut l'être aujourd'hui parce que quand Téléfilm Canada trouve un film inclassable, ils appellent ça cinéma d'auteur. André, l'action de votre dernier film, je me souviens, se situe en 1949. Entrevue d'hier à aujourd'hui. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à la zéro. On veut vous faire comparer les journaux d'hier et les journaux d'aujourd'hui. Rigueur et superficialité. La télé d'hier et la télé d'aujourd'hui. Rigueur et divertissement. Les cours classiques d'hier et les cours secondaires d'aujourd'hui. Je trouve que dans les cours classiques, on apprenait à analyser une situation, à la circonscrire. Aujourd'hui, nos enfants sont en laboratoire. On change de méthode comme on change de soumise. Je veux dire, je pense que la qualité des profs s'est améliorée, mais paradoxalement, la qualité de l'enseignement ne s'est pas améliorée et qu'on a oublié d'enseigner le latin et aussi plein de choses inutiles. Former quelqu'un, c'est pas en faire un produit pour l'industrie. Moi, je pense que l'université, comme le cours secondaire, doit nous apprendre à penser et doit aussi nous former et nous donner des connaissances. Mais l'un va avec l'autre. Si tu apprends à penser, tu assimiles davantage de connaissances. Y a-tu de quoi qui va bien? Coudon, Danny, j'ai-tu l'air si aigri que ça? Ben, on sent une certaine amertume. Ouais, mais ça, c'est-tu dans le vin que tu bois? Je sais pas, là, je l'ai pas encore testé, ton vin. André, le magasin du coin d'hier et le Walmart d'aujourd'hui? Le magasin du coin d'hier, ça, c'est numéro 1. Le Walmart, là, non. Je veux dire, moi, parce que j'ai vu ça. Ils ont de souvent. très bons prix. Oui, tant que tu veux, mais j'ai vu aux États-Unis, puis dans certains coins du Canada, ce que ça faisait, c'est que ça vidait les centres-villes des petites villes et ça crée beaucoup plus de dommages que de progrès. Les cinémas de quartier d'hier et les complexes de cinéma multisalles d'aujourd'hui. Vive les cinémas de quartier d'hier, où avec des bancs tout croche, où tu pouvais fumer aussi, c'est bon. Vous fumez encore? En cachette, mais pas dans les cinémas, surtout pas. Les prêtres confesseurs d'hier et les psychothérapeutes d'aujourd'hui. Je crois pas tellement, moi, à la psychothérapie. L'être humain est beaucoup trop complexe. L'être humain n'a qu'à s'adapter par lui-même aux circonstances de la vie. Et puis, il va très vite dépasser son confesseur ou son psychologue. Et tout ça dans la joie et le plaisir. Coudonc, j'ai-tu une passe d'enterrement, bâtard? Le hockey d'hier et le hockey d'aujourd'hui. Ah, ça, c'est le hockey d'hier. Le hockey d'aujourd'hui, avec des salaires de 9 millions pour des contrats de 2-3 ans, là. Moi, j'ai jamais été vraiment un maniaque du hockey. Je trouve que c'est un sport statique.
Je trouve que, bon, le rink est pas assez grand. Et puis que, tu sais, ça fait juste... C'est du bougeaillage. Tandis que j'aimais bien le baseball, qui est vraiment un sport Ça, c'est plate, le romantique. baseball. Puis t'es pas obligé d'être en pleine forme pour jouer au baseball. André, en terminant, le Québec d'hier ou le Québec d'aujourd'hui? Le Québec d'aujourd'hui. Bon. Est-ce que vous restez avec nous? Oui. Merci, André Forcier. Après la pause, Caroline Allard. Que pense Mère Indigne des mères qui utilisent des couches jetables? Bon, moi, j'ai utilisé des couches jetables pour mes 2 filles. Cependant, je recommande à tout le monde d'utiliser des couches en coton pour contrebalancer l'impact négatif que moi, j'ai eu sur l'environnement. Ma prochaine invitée a choisi de bloguer pour ventiler sur sa condition de mère et ses chroniques ont été si populaires qu'elles sont devenues des livres et une série web télé. Voici Caroline Allard, alias Mère Indigne. Allez ma puce, allez mon ange, c'est la 3e fois que je te change. Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante? Maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête. Caroline, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Après avoir alimenté un blog fort populaire sur ton quotidien pas toujours idyllique de jeune mère, tu vas publier cette semaine le 2e tome des Chroniques d'une mère indigne. Une adaptation web télé sera aussi en ligne dès demain. On va tout de suite en regarder un extrait. Manon. Avant d'accepter ce nouveau statut de mère indigne, j'ai psychologiquement vraiment beaucoup souffert. En effet, j'ai courageusement tenté pendant des années d'être une mère parfaite avec fille aînée. Mais la venue de bébé numéro 2 m'a obligée à constater que les parents sont voués à un burn-out. J'aimerais que tu lui montres son livre. Elle l'a jamais vu. Je l'ai pas vu encore. Mais Je oui, l'ai elle me pas disait en touché. coulisses qu'elle n'avait pas vu son livre. Seigneur, mon bébé, puis lui, il m'a même pas fait mal. Caroline, tu as 37 ans. Tu es mère de 2 petites filles. Pendant ton 2e congé de maternité en 2006, tu as décidé de commencer à écrire un blog pour te défouler. Est-ce que ton congé de maternité est en train de revirer en dépression postpartum? Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que à mon premier bébé, je m'étais pas rendu compte, mais je pense que j'ai fait une petite dépression. Puis, à mon 2e, je me suis dit, je veux pas que ça se produise. Il faut briser l'isolement quand on est des nouvelles mères. Puis, une des façons de faire ça, ça a été, pour pas que ça soit compliqué non plus, je me suis dit, bien, je vais faire un blog. Ça va me permettre de rencontrer d'autres mères, de parler de ce que je vis, puis de façon humoristique, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est faire de l'humour. Donc, puis ça a bien fonctionné, puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a fait du bien? Oui, absolument. La mère indigne fait référence par opposition à la mère parfaite qui répond aux standards de performance qu'on dicte aux parents. De quoi tu avais ras-le-bol, toi, pour commencer à écrire Mère indigne? Oui, bien, c'est-à-dire qu'on a un portrait très romantisé de la maternité. Moi, je sais que quand je tombe enceinte à ma première, je m'imaginais, tu vois, les déjeuners au lit avec mon enfant. Il y avait quelques miettes de croissant à peine qui traînaient sur la couverture blanche. C'était beau. Mais tu sais, ça, si tu te rends compte, ça arrive peut-être quand l'enfant, il a genre 9-10 ans, là. Puis entre-temps, ben, c'est le bol de céréales qui tombe dans l'escalier pendant qu'elle va aller écouter Dora, puis il est 5h30 du matin. Fait que être une mère indigne, c'est de dire, j'accepte que c'est pas parfait comme je me l'imaginais, puis que même à la limite, ça peut être drôle, puis je vais vivre avec, puis je vais accepter mes propres imperfections comme celles de la vie quotidienne, finalement. Dans le 2e tome de tes chroniques qui va paraître mardi, Mère indigne admet donner des bonbons à sa fille pour faire cesser ses crises. Mère indigne avoue aussi avoir bu de l'alcool, du café et consommé des médicaments pendant son allaitement. Je cite la chroniqueuse Josée Blanchette. Caroline demeure la seule carnetière qui peut enchaîner les mots « enculé » et « enfant » dans un billet sans que la DPJ se présente à sa porte. Te considères-tu comme subversive? Mais c'est parce que c'était une faute de frappe. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Subversive. Des fois, c'est drôle parce que je me dis, je vais écrire ça, puis en même temps, c'est comme si je faisais confiance aux lecteurs. Qui vont comprendre le niveau. Oui, puis que les gens sont capables d'aller loin dans l'humour, puis
puis de comprendre la blague, même si c'est vrai que ça peut être très loin. Puis jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Marie-Claude, êtes-vous une mère indigne? Ah, parfois, oui, totalement. Totalement. Je me reconnais beaucoup. J'écoutais cette semaine quelque chose que tu disais. Tu disais, des fois, je trouve mes enfants plates, tu sais. Puis je me reconnaissais tellement là-dedans, tu sais. Puis l'exemple que tu donnais quand les enfants racontent un film, mon Dieu que c'est long. et tu dis, non, faut que je l'écoute, faut que j'ai de l'air intéressé, mais on l'est pas du tout, parce qu'on le voit en même temps qu'eux, le film. Et les punchs, c'est pas les bons punchs, mais comme mère, oui, c'est intéressant. Tu sais, alors, c'est pour ça que... Tiens. Ah, merci. Janine, vous, est-ce que vous fûtes une mère indigne? Oui, sûrement. Parce que j'étais pas tout le temps là. Puis c'est pas vrai, ça, la qualité, ça remplace le temps. C'est pas vrai. Non. Moi, je suis très d'accord. Moi, le temps de qualité, j'aime même pas cette expression-là. Moi, je pense qu'il faut passer du temps. Puis des fois, là, du temps, quand on est avec nos enfants, on n'est pas en forme, on n'est pas content, mais on est là. Il faut qu'ils nous voient comme on est réellement dans la vie. C'est pas vrai qu'on est des divertisseurs publics comme parents. On est des parents. Et moi, je me reconnais beaucoup à ton blog, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et les femmes osent pas aller là. Et moi, j'en ai parlé... Parce que ça se dit pas. Mais parce que ça se dit pas. Et on sait qu'on les aime, nos enfants, c'est la base, mais quand on ouvre la porte à ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de rire de soi. Il faut le faire. Bravo pour ce que tu fais. Oui. Mais la mère à bout est vraiment tendance. Les blogs et les livres abondent aux États-Unis, au Québec, en France, où d'ailleurs tu vas lancer tes livres le 17 mars prochain. Le phénomène s'apparente à celui de la littérature sur les filles célibataires. C'est comme si Bridget Jones avait maintenant un enfant. Pourquoi tu penses qu'il y a un engouement dans la société pour ce genre de discours-là actuellement? C'est un thème qui est universel. Puis oui, ça aussi... me rejoint aussi. Moi, je pense que je suis un mononcle indigne. Bien, je veux dire, tout le monde est indigne à sa façon. Mes nièces, ils me tombent ses nerfs. À soir, je vais le dire. C'est de la faute aux enfants, disons-le. Pas toujours, là. Mais on le dit pas. On ne dit pas à quel point qu'on est tanné des bouts, mais on les adore. C'est juste ce côté-là qu'on n'ose pas dire à haute voix. Sur le web, on peut consulter les blogs des Imparfaites, Mamma Mia, il y a une foule d'autres. Pendant que vous passez une grosse partie de vos journées à bloguer, vos enfants, ils font quoi? Bien, c'est-à-dire que bloguer, c'est pas nécessairement constant une fois par jour. Moi, au début, je le faisais une fois par jour quand la petite dormait. Puis je le faisais au lieu de faire mon ménage, ce que je trouve est une très bonne idée. C'est excellent. Puis donc, une fois par jour à ce moment-là, mais là, j'ai recommencé à travailler entre-temps et tout, donc je blogue beaucoup moins. Puis ceci dit, l'écriture, c'est quelque chose qui est beau. Puis ma fille veut commencer à écrire elle aussi. Puis je pense que c'est en voyant sa mère qu'elle a vu ça. Puis moi, ça me touche. La première chose qu'une femme enceinte se fait dire, c'est que l'allaitement est le premier cadeau qu'une mère peut offrir à son enfant. Ouais. La question qui tue. Est-ce qu'une mère qui donne le biberon plutôt que le sein mérite la peine de mort? Absolument pas. Moi, vraiment, personnellement, ma fille a refusé de prendre mon sein alors qu'elle avait 4 mois. Alors, j'ai donné un biberon. Ça a été un deuil pour moi. Heureusement, ma plus grande de 9 ans continue à se faire donner sein. Non, c'est pas vrai. Mais il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut ne pas pouvoir allaiter ou ne pas vouloir allaiter que de décréter un dogme. Moi, ça m'apparaît juste irréalisable. Totalement. Ouais. Qu'est-ce que Mère indigne pense des stars qui accouchent de jumeaux et qui, 4 semaines après, se pavanent en robe du soir en arborant leur taille de guêpe? Hey, moi, j'aimerais tellement ça. C'est une vie différente, mais je veux dire, si c'est comme ça que ça se passe, je juge absolument pas. Ça ne veut rien dire sur leur qualité de parents. Que pense Mère indigne des mères qui fument en poussant la poussette? Ah, mon Dieu, il faut décompresser. Non, je sais pas. Non, mais ils sont dehors. Oui, c'est ça, ça mentit. Non, moi, je fume pas, puis bon, c'est important pour moi. Personnellement, ça, je trouve qu'avoir un enfant, c'est une excellente occasion d'arrêter de fumer. Que pense Mère indigne des mères qui prennent la péridurale? Ah, mon Dieu, n'importe quand. Moi, je la prendrais quand même avant de l'émission. J'en aurais pris une petite, là, il me semble que ça m'aurait calmé. Ah oui, n'importe quand.
Que pense Mère Indigne des femmes qui laissent leur enfant seul dans la voiture quelques minutes pour aller se chercher un mochaccino chez Tim Hortons? Oui. Moi j'ai laissé des enfants dans la voiture juste à côté du Dairy Queen pour aller leur chercher un cornet de crème glacée. Puis il y avait la fille d'un couple d'amis qui était avec nous. Puis quand je suis revenue dans la voiture, puis je les surveillais tout le temps. Là. Ça a pris 45 secondes. Puis elle dit « Hey, Madame la folle, tu nous as laissés seuls dans l'auto. » Puis je vais le dire à mes parents. Hey, moi, j'étais sans connaissance. C'est toi qui as voulu un cornet de crème glacée. Mais bref, moi, je l'amènerais avec moi un enfant tout seul. Mais bon, c'est ça. Avec des enfants plus vieux, c'est différent. Que pense Mère Indigne des mères qui inscrivent leurs enfants à un cours de mandarin à l'âge de 3 ans? Bien, c'est parce que si la langue maternelle, c'est mandarin, puis que l'enfant ne l'a pas appris encore, ça vaut peut-être la peine de l'inscrire à un cours de mandarin. Que pense Mère Indigne des mères qui utilisent des couches jetables? Bon, moi, j'ai utilisé des couches jetables pour mes 2 filles. Cependant, je recommande à tout le monde d'utiliser des couches en coton pour contrebalancer l'impact négatif que moi, j'ai eu sur l'environnement. Alors, je me rattrape sans aucun effort. Que pense Mère Indigne des mères qui font pas vacciner leur enfant? Moi, je suis une scientifique dans l'âme, donc pour moi, la vaccination, ça a amené un gros bénéfice de santé publique. Puis en plus, c'est même pas toi qui te fais piquer, c'est ton enfant. Que pense Mère Indigne des mères qui laissent leur enfant sucer leur pouce plutôt qu'une tétine? On a tellement de choses qu'on a l'impression qu'il faut contrôler quand on est une mère. Il faut contrôler la tétine, il faut contrôler le pouce, il faut contrôler si ils sont couchés sur le dos ou sur le ventre. Mon Dieu, on fait notre possible encore une fois. Puis si notre enfant se met le pouce dans la bouche, bien, Seigneur, on va y mettre des broches, là, puis c'est tout. Est-ce que Mère Indigne veut prendre une brosse avec nous? Elle va prendre une petite gorgée, mais elle a un petit peu mal à la gorge. Ah, OK. Elle n'est pas si indigne que ça. Ben, Vous savez que le vin, c'est le lait des vieillards. Oui, c'est vrai. Le lait des vieillards. Après la pause, François Massicotte. Mais est-ce que tu t'ennuies des gros haies? Parce que c'est ça, il paraît, le problème. Non, parce qu'il me coûtait cher. OK, voilà, OK. Je me suis acheté un bateau, j'habitais en appartement à Outremont. C'était un peu niaiseux, tu sais. OK. Puis monter ça au deuxième. C'est pas fatigant. Mon prochain invité a déjà fait la première partie de Céline Dion. Et comme elle, il a trouvé le chemin du golf. Voici l'humoriste François Massicotte. Bonsoir, François. Bonsoir, bonsoir. Tu étais à Sainte-Thérèse. Oui. Ton nouveau spectacle, Massicotte numéro 5, ton 5e one-man show. Pour certains, le parfum Chanel numéro 5, c'est un classique. Pour d'autres, c'est un vieux parfum qui pue. Lequel des deux es-tu? Ben nous autres, on trouvait qu'en lisant les textes, ça sentait bon. Fait que ça sent bon. On a sur notre plateau notre plus grand monologuiste. C'est quoi la différence entre monologuiste et stand-up comique? Monologuiste, il s'attarde plus longtemps à un sujet, peut-être. Mais il n'y a pas grande différence, honnêtement. Pour moi, ils vont c'est un stand-up. C'est le premier, c'est le plus grand stand-up, mais... C'est un stand-up comique qui s'étire. C'est ça. Dans Massicotte numéro 5, tu parles des impacts que la crise économique pourrait avoir dans la société. Je te cite. « Je raconte un cauchemar, celui pendant lequel j'ai rêvé que TQS flochait 450 chemin du Golfe et qu'on me proposait d'animer la boutique TQS. » Est-ce que tu co-animais avec Louis-José Mondoux? Bien, je le fais sur scène et je fais Louis-José Mondoux. Je présente mon cauchemar et j'espère que Mario vivra pas ça non plus. Non, mais c'est une suggestion que je vais ramener au bureau la semaine prochaine. Je te cite en parlant de 450 chemin du Golfe. J'aurais bien pris une 8e et une 9e année, mais compte tenu des difficultés du réseau, je savais que ça allait achever. Je travaille sur une nouvelle production et comme une sitcom coûterait trop cher dans le contexte actuel, la formule sera différente. La sortie est espérée pour janvier prochain et je l'offrirai d'abord à TQS. Ça tombe bien parce que le conseiller du développement stratégique de TQS, Mario Dumont, est là. Est-ce que tu veux lui parler de ton nouveau projet? Écoute, c'est juste après ton émission. C'est juste profiter de les hautes cotes d'écoute. On va être juste après. Non. Ils viennent négocier à Radio-Canada. Parce que là, tu as un vétéran là, de TQS, un pionnier, qui est là depuis. Oui, je te passe le flambeau. Est-ce qu'il est encore dans vos plans? Non.
On va prendre un lunch dans une belle province de la Rive-Sud. Allez-vous ramener Michel Richard? Ça va être 450 aussi, mais ça va être le numéro d'une chambre d'hôtel. C'est elle qui vient me chercher tantôt, je suis pas capable de conduire. François, on peut te voir depuis quelque temps dans les publicités des essuie-tout Sponge Towel. Oui. Manon. Ça, c'est un bon freeze frame, ça. François, la question qui tue. As-tu accepté ce contrat pour éponger tes dettes? Ben oui, la crise économique s'en venait, là. Fait que, effectivement. Non, j'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Bon, j'ai pogné celui-là. Qu'est-ce que je te dis? Mais si tu rentable assez, éponger du pipi de chien, c'est ça qui se passe dans cette annonce-là? Non, là... Nous, on a un chien de 4 mois, là, mais je vais faire du renforcement sur ta pub. Moi. Au moins, c'est pas de la fausse représentation. Ça marche? Ah, ça éponge, c'est terrible. Oui! c'est vrai? Défends-toi, fais quelque chose, c'est ton contrat. Approuvé par Mario Dumont. Sponge Tower. T'as perdu ta virginité à 19 ans et tu étais désespéré. Madame Ça, j'ai Suto... pas dit ça après entrevue. Madame Suto, je 19 ans me dit quelque chose. Oui. Ça me surprendrait. J'ai toujours refusé les groupies de Martin et Matt. Qu'est-ce que tu veux? Chacun son goût. En 90, tu as été remarqué par l'équipe de Céline Dion et tu as fait la première partie de 75 de ses spectacles. Est-ce que René Angélil t'a coaché? Oui, il m'a appris comment jouer au 21 au blackjack. Oui. Peux-tu garder ton focus? Puis il me dit, non, mais tout ce qu'il me disait avant chaque chose, c'était, hey, amuse-toi, smile, souris. Puis écoute, ça a été super tout le long. Même qu'il me donnait de plus en plus de temps. Je prenais 40 minutes. Puis pas de problème. Le monde se levait à la fin, puis il était content. Puis le monde, même s'il me connaissait pas, il savait que Céline s'en venait. Puis que j'étais peut-être approuvé par Céline en quelque part. Puis écoute, ça a été extraordinaire. J'ai même fini au Forum. J'ai fait 15 minutes au Forum. Imagine, 12-15 000 personnes. Puis après ça, il gagnait ton cachet au blackjack. J'étais pas payé beaucoup. Tu dis que ce que t'aimes pas en toi, ce sont tes rotules. Parce qu'elles ne sont pas symétriques et ça te complexe. Je te cite. Et en plus, je transpire des genoux. Oh, non, ça, c'est vrai. Je fais des shows et on voit des ronds de transpiration sur mes genoux. Quand il fait chaud, il faut que je mette du déodorant sur mes genoux. Mais voyons. Mais maintenant, je mets des sponge towels sur mes rotules. Non, mais c'est vrai, je comprends pas. Je fais des shows l'été, il fait chaud, je transpire pas, mais j'ai vraiment là, les genoux. On dirait que je pense que c'est la sueur des cuisses qui descendent. Je sais pas. Ça, c'est peut-être un peu trop de détails quand même. Trop de détails. L'an dernier, tu as présenté la série documentaire Maudit fou à Historia. Il y a quelques années, tu as reçu un diagnostic de bipolarité. La semaine dernière, sur ce plateau, on a reçu Varda Étienne qui nous a parlé de cette maladie. Toi, comment tu as su que tu souffrais de bipolarité? Bien, j'avais un espèce de doute parce que ça fait partie de ma famille. Il y a une historique dans ma famille. Puis fait que mes sœurs et moi, on s'est toujours surveillé un peu, savoir qui allait être le gagnant. ça a été... Non, après une espèce d'épisode de rage au volant, après ça, je me suis dit, hey, c'était tout ça, tu sais. Et je suis allé voir Guy Latraverse, avec qui je travaillais comme producteur de la télé, puis je savais qu'il était... Que Yvon connaît bien. Qui avait parti de l'organisme Revive, qui vient en aide aux personnes qui souffrent de bipolarité puis d'anxiété et de dépression. Puis là, il m'a sorti un petit sondage, il m'a posé plein de questions, puis j'ai répondu oui, 9 sur 10. Alors, il dit, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un chez Revive. Puis je suis allé, puis là, je vois une personne, je m'assois avec, je raconte mon histoire pendant 1 heure, il me dit, je suis juste concierge ici, moi. Fait que là, tu l'as fessé. Mais j'entendais Varda, c'est une passée, qui disait qu'elle avait des épisodes comme elle est arrivée en pyjama. Oui, à défoncer la voiture de son chum. Mais là, quand j'écoutais, je disais, elle n'est pas bipolaire, elle est juste une fille.
C'est le 8 mars. Hey, moi là. Là, c'était comme un peu... c'est léger comme problème, je pense. Hein? C'était pas... Moi, c'est assez léger, mais il faut quand même que je prenne une pilule par jour. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires. Ça va bien. Non, le lithium règle vraiment facilement les... Puis c'est le fun parce que si jamais j'en ai plus, je peux toujours soucier ma batterie cellulaire. C'est pratique. Mais est-ce que tu t'ennuies des gros haies? Parce que c'est ça, il paraît, le problème. Non, parce qu'il me coûtait cher. OK, voilà, OK. Je me suis acheté un bateau, j'habitais en appartement à Outremont. C'était un peu niaiseux, tu sais. Puis monter ça au deuxième, c'est pas fatigant. Mais qu'est-ce que tu as fait d'autre? Ça, c'était pas mal la plus grosse niaiserie. Mais en phase plus down, moi, je pensais qu'une dépression, c'était quelqu'un de déprimé, c'est quelqu'un qui braille tout le temps. Moi, c'était juste, j'avais pas d'intérêt. Pas d'intérêt à voir les autres, rester chez nous, il n'y a rien qui me tentait. Bien, ça paraît pas, ça. Tu le sens pas, ça. Mais à un moment donné, quand c'est longtemps de même, tu te dis, allô, oh, c'est peut-être pas normal. Puis dans les phases hop, c'était pas des hop, hey, je veux faire plein de choses, c'était bien, je suis meilleur que tout le monde. Tu sais, fait que ça, c'est. Dans les relations interpersonnelles, un bout de temps, tu veux pas voir personne, l'autre bout de temps, c'est des autres, c'est de la merde. C'est dur, pas mal. C'est dur de rencontrer. Oui, c'est sûr. Lors de la dernière campagne électorale, ta femme Bianca, qui est infirmière, mais également ton agente, a écrit un courriel à Richard Martineau qui l'a publié dans le Journal de Montréal. Oui. Elle disait n'avoir aucune pitié pour les artistes qui se plaignaient des coupures en culture comparativement à la dure réalité des autres travailleurs. Je la cite. « Pardonnez-moi, chers artistes, mais la santé de mes proches, l'éducation et la prise en charge de personnes en difficulté vont me faire pleurer bien avant des coupures qui vont priver certains d'entre vous de voyager à l'étranger. Est-ce que ça a mené à une chicane de couple? » Pas en tout. J'étais bien d'accord avec ce qu'elle disait. Tout à fait. Et quand, vu de même, peut-être un peu gros dans le sens où... c'est sûr que si on prend quelqu'un qui est mourant par rapport à un artiste puis qui veut voyager, c'est sûr que on va choisir les malades, évidemment. Mais elle, c'est parce que c'est vraiment difficile au niveau de la santé. Même pour les infirmières, c'est épouvantable, la situation en ce moment. Fait que d'entendre les artistes durant un gala où le vin est payé et tous les vêtements... Oui, mais c'est parce que ces artistes-là défendaient d'autres artistes qui n'étaient pas là, ces gars-là. Je sais bien, oui, mais c'est le même, c'est des milliers là, qui ont rien, qui crèvent de faim. Moi, je pense que les artistes crèvent de faim, puis c'est la réalité, là, dans des places à ta femme. Moi, si je suis un cinéaste professionnel depuis 19 ans, j'ai changé le cinéma québécois, pas juste moi, mais je suis un des réalisateurs importants. Puis je crève de faim. Fait que du monde là, qui abreuve l'esprit des gens avec des faussetés, moi, j'ai pas de sympathie pour ça. Bravo. Mais quand on va crever de faim, on a besoin d'une infirmière, par exemple? Non, moi, j'ai pas besoin d'infirmière. Je suis même pas capable de me payer une job dedans depuis 12 ans, câlisse. Puis il y en a une qui me fait mal, puis je la soigne à cannelle. À cannelle? Ouais. Elle est sur des overdoses de cannelle. Clou de girofle, c'est pas pire aussi. Ouais, de girofle à médouffler de romarin. François, ton nouveau spectacle s'intitule Numéro 5. Entrevue numéro 5. Les chiffres parlent, les chiffres se battent. Tes 5 humoristes québécois préférés? Ici. Celui-là, là. Oublie pas. Il est juste là, là. En fait, pas là. Non, ça m'a jamais fait rire, ces affaires. Ça m'a jamais fait bien rire, ces affaires. Ah non, j'ai pas de misère. Oui, j'ai de la misère à choisir. Ils vont, évidemment, mais, tu sais, Mario Jean, j'ai vu Rachid Badouri, j'ai trouvé ça excellent. Martin Matt me fait beaucoup rire, ainsi que... L'ex de Janine. Ben oui, ben. Louis-José Hood. Fais 5. Après ça, j'irai à Jerry Seinfeld. Puis bon, 5 raisons pour aller te voir en spectacle. Ben, je veux quand même dire à ceux qui n'aiment pas rire de ne pas venir, parce qu'ils risquent d'être déçus. Il y en a qui n'aiment pas ça, tu sais. Puis là, ils viennent, puis ils rient, puis ils viennent, ils ont mal. Puis, tu sais, on peut habituer, les muscles sont raides. Puis, là, j'ai eu mal. Fait que c'est une des raisons de ne pas venir. Ça finit. Ouais. Ça, c'est fatigant. Les rires du nez aussi. Puis quand t'en as une qui a un rire hallucinant, là, elle, t'es contente. Elle va faire décoller tout le monde. On la met...
Elle, on la met dans le camion, on part en tournée avec. Yvon Deschamps dans une salle, c'est pas pire. C'est pas pire. Moi, j'ai un bon rire. J'aime ça. J'aime rire. Alors, je suis un bon public d'humour. J'aime l'humour. Mais alors. quand il y a une joke qui est vraiment pas drôle, ça se peut que tu entendes juste Yvon rire. Oui, c'est ça. Puis il rit parce qu'il trouve ça drôle que personne rit. Oui. Il aime le malaise. Il rit de l'humoriste. Oui. J'aime le malaise. Il rit de l'humoriste. J'aime le malaise, c'est ça. 5 noms d'équipes de la NBA. T'en veux-tu 26? T'en veux 5. T'en veux 5? Celtics, Lakers, Heat, les Hornets, les Pistons. N'as-tu fait 5? Oui, déjà 5. Fascinant. 5 villes où tu vas donner ton spectacle d'ici la fin mai. Il va y avoir Saint-Georges-de-Beauce, Terrebonne, Brossard, Laval. Oui. Québec. Il te manquait quand même Shawinigan, Joliette, Ben, tu m'as dit Deux-Montagnes. 5. Oui, mais je sais, mais je vais t'aider, là. Ben là, je veux pas Il te plug, tirer là. pour rien. Danny? Quoi? On lui donne ça? Ah ouais. Ben là, si ça te tente pas, Danny, là, regarde. Là. Je suis plus sûr. À te voir renaître constamment de projets qui ne fonctionnent pas toujours très bien. On pourrait croire que, comme les chats, tu as cette vie. Eh bien non, c'est tout simplement que t'es comme une spongie pochette, t'es capable d'en prendre. On va ouvrir tout de suite après la pause. Alors, c'est tout pour Tout le monde en parle. Merci à mes invités. Yvon Deschamps, pour faire un don à la Fondation du CHUM, on visite le site Internet de la Fondation. Judy Richards, Toulouse, va chanter au Complexe des Jardins le 18 mars prochain pour appuyer la campagne de sensibilisation de l'Association canadienne du cancer colorectal. On va pouvoir aller marcher dans le gros intestin. Et on peut aussi appuyer la cause en téléchargeant la chanson Ensemble à l'adresse qui apparaît à l'écran. Et à tous deux, on vous souhaite une bonne fin de tournée et un bon voyage autour du monde. Merci d'avoir été là. Mario Dumont, Marie-Claude Barrette, bonne chance dans votre nouvelle vie, vos nouveaux défis. Mario, on surveille l'arrivée de votre émission Dumont 360 à TQS. Marie-Claude, si on veut contribuer à la campagne de financement pour la relocalisation de l'École de musique de Rivière-du-Loup, on va sur le site dont l'adresse apparaît à l'écran. Merci beaucoup. Nathalie Buisson, la deuxième édition du spectacle 40 têtes aura lieu le 17 mars à 19h30 au Centre Pierre-Péladeau à Montréal. On peut également faire un don à la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke au numéro qui apparaît à l'écran. Merci, Nathalie. Merci à vous. Madame Suto, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle débute aujourd'hui. À cette occasion, on va pouvoir voir l'exposition d'un œil différent du 11 au 15 mars à l'Écomusée du Fier-Monde à Montréal. On peut également te voir sur le web dans les capsules chez Jules.tv et tu seras en tournée à travers le Québec avec la pièce Ladies and Gentlemen dès le 18 avril. Janine, c'est un honneur de te recevoir. André Forcier, ton nouveau film « Je me souviens » mérite qu'on s'en souvienne. Et il est présentement à l'affiche. Merci d'avoir été là. Caroline Allard, dès demain, on pourra voir en ligne le premier épisode de la web télé Les Chroniques d'une mère indigne. Le deuxième tome de tes Chroniques d'une mère indigne sera en librairie dès mardi et on peut aussi te lire sur Mère indigne. Oui, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. François Mascotte, pour connaître les dates de tes spectacles, Massicotte numéro 5, on visite ton site Internet. Ton DVD Massicotte Best of est disponible, Bobo. Ben oui. L'émission 450 Chemin du Golf, les mercredis à 19h à TQS. Et on peut te voir dans les publicités de Sponge Town. Pour réagir aux propos de nos invités, venez sur notre site Internet. D'ailleurs, il faut que je vous dise que Tout le monde en parle revient l'année prochaine. C'est officiellement confirmé. Danny, j'ai décidé de l'annoncer ce soir parce que demain lundi, c'est ta fête. Oui. Alors, comme ça. Merci. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Tout le monde en parle. Restez avec nous tout de suite après sur le téléjournal avec Pascal Nadeau.